Bienvenue tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire hors série du Réseau 1 en collaboration avec Jean-Luc Tremblay, qui est conseiller cadre à l'amélioration continue de la qualité pour les GMFU du Québec. Donc, moi, c'est Mélanie-Anne Smithman. Je suis une des responsables de la fonction renforcement des capacités au Réseau 1. Donc, aujourd'hui, le webinaire va porter sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour faciliter l'accès aux soins et aux services de première ligne, et ça dans le contexte du déploiement du RVSQ. Donc, un sujet vraiment très pertinent et vraiment en temps opportun. Donc, juste pour vous situer un peu, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de partager des savoirs scientifiques et expérientiels sur l'utilisation d'éthique, donc on va appeler ça l'éthique, afin de faciliter l'accès aux soins et aux services de première ligne dans le contexte du déploiement du RVSQ. Donc, vous allez voir les acronymes là, TIC et RVSQ là, à travers la présentation. S'il y a d'autres acronymes que vous voyez, n'hésitez pas à poser la question. Je vous invite à télécharger. Vous avez la présentation qui est disponible dans la plateforme webinaire. Donc, sous documents à distribuer, vous avez le PDF. Donc, vous pouvez tout de suite le télécharger et le sauvegarder si vous voulez prendre des notes. Sinon, juste vous dire aussi que la session va être enregistrée. Donc, il va être disponible pour vous par la suite. Donc, vous pourrez réécouter des parties si vous manquez des petits bouts. Pour ce qui est des questions, donc, la session d'aujourd'hui va être assez interactive. La procédure pour poser des questions, vous pouvez lever la main si vous voulez. Donc, il y a sur la petite plateforme webinaire, vous cliquez sur la main et à ce moment-là, on pourra ouvrir votre micro. Vous pourrez poser la question en haute voix. Sinon, vous avez aussi la possibilité par écrit là, de poser des questions tout au long de la présentation. Puis moi, je vais les regarder là, au fur et à mesure et je pourrai les lire pour vous. On va faire notre possible pour répondre à toutes vos questions. Si jamais il y en a qui ne restent pas répondus, on pourra faire là, le suivi par la suite. C'est sûr qu'on est beaucoup aujourd'hui, donc on va gérer du mieux qu'on peut les questions. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Luc pour qu'il fasse un peu la mise en contexte du webinaire d'aujourd'hui. Parfait. Donnez-moi un petit instant. Je vais partir la présentation de mon côté. Donc, Mélanie-Anne, tout est correct? Juste m'en assurer. On est rendu à la mise en contexte? Parfait. Donc, peut-être de se rappeler en mise en contexte. Comme plusieurs d'entre vous avaient déjà participé, il y a eu des séances d'information du ministère et de la RAMQ en lien avec le déploiement de Rendez-vous Santé Québec qui ont eu lieu au mois de novembre 2018. Puis, lors de ces séances d'information-là, la RAMQ et le ministère, qui sont co-responsables de ce projet-là, ont invité les GMFU à démarrer leur projet de déploiement de RVSQ, tout en précisant l'obligation que la plateforme va être obligatoire une fois que les DME vont être bien arrimés à celle-ci. Mais ils nous invitaient quand même à tous les milieux GMFU de démarrer le projet et la planification de ce projet-là dans les milieux. C'est justement dans ce contexte-là que ce webinaire-là a été préparé. Également, lors du dernier webinaire qu'on avait co-organisé avec Réseau 1 Québec, qui était sur l'accès adapté au début octobre, dans l'évaluation, on demandait quel sujet pourrait vous intéresser pour un prochain webinaire et le déploiement des RVSQ était ressorti là, à plusieurs reprises dans le cadre de l'évaluation de notre dernier webinaire. C'est dans ce contexte-là qu'on l'a préparé. Un peu comme vous indiquait Mélanie-Anne il y a quelques minutes, ce qu'on a voulu amener, c'est vraiment différents savoirs, dans le fond, pour pouvoir vous faciliter la planification et le démarrage de ce projet-là. Dans un premier temps, je vais passer un petit peu la parole à M. Christian Chabot, qui est un usager partenaire qui va pouvoir vous partager son opinion et ses connaissances en lien avec le recours aux usagers dans des projets d'accès aux soins et services. Par la suite, Mme Marie-Pierre Gagnon de l'Université Laval va vous présenter un volet de savoir scientifique, un cadre d'analyse et tout ça, pour pouvoir identifier à la fois des barrières ou des facilitateurs au niveau terrain que vous pourrez utiliser comme levier dans le cadre de votre projet. Et finalement, on va poursuivre avec le savoir expérientiel de différents acteurs des 2 GMFU du 6 de Chaudière-Appalaches qui ont démarré leur projet de déploiement de RVSQ il y a déjà quelques mois, dans le fond, qui ont réalisé différentes étapes pour pouvoir en arriver à un déploiement qui est ciblé pour le mois de janvier. Donc, ils vont pouvoir vous présenter les différentes étapes qui ont pu être réalisées, des stratégies qui ont été à lesquelles ils ont recouru également pour pouvoir mobiliser leurs troupes dans un projet d'envergure.
Petit mot, c'est une formation qui est accréditée particulièrement du côté médical. Donc, je vous fais une déclaration de conflit d'intérêts commune pour l'ensemble des participants. Donc, les présentateurs de ce webinaire n'ont aucun conflit d'intérêts à déclarer en lien avec le recours aux technologies de l'information et de la communication pour faciliter l'accès aux soins et services de première ligne. On sait que RVSQ, c'est une collaboration RAMQ-CGI. Il y a personne qui travaille chez CGI ici, notamment là, pour la présentation. Donc, je vais passer déjà la parole à notre usager partenaire, M. Chabot, qui va pouvoir vous partager un premier volet de savoir expérientiel. Donc, savoir expérientiel d'un usager partenaire. Je vais échanger de place avec M. Chabot. Ah, merci. Merci. Tout d'abord, je suis très flatté de me donner l'occasion de partager mon savoir expérientiel concernant, si vous voulez, l'accès, ce que je considère comme un accès important pour les patients. Donc, et c'est là-dessus que je vais vous parler de mon savoir comme tel. Tout d'abord, je suis un patient du réseau de la santé depuis 1994, donc je suis à la veille de prendre ma retraite. Et évidemment, j'ai vu beaucoup de changements dans le réseau de la santé depuis 1994. Auparavant, ça s'appelait le groupe de médecine familiale, mais il n'y avait pas le U pour université à ce moment-là. Et donc, je suis client depuis 1994. Je suis également un proche aidant de ma mère qui est suivi au même endroit que moi, qui est atteint de diabète depuis 60 ans. Fait qu'elle avait qu'elle est cliente à cet endroit-là. Je vais utiliser des fois le mot client, là, ma perception en tant qu'usager. J'ai participé à différentes trajectoires de soins, des projets pour être capable de mieux comprendre ou améliorer des trajectoires de soins, spécifiquement plus en cardiologie, parce que je suis d'abord un patient en cardiologie. J'ai également, comme background, si on veut, au niveau professionnel, je suis une personne qui travaille en technologie de l'information. Donc, j'ai une expérience également de ce côté-là. Je fais également de la recherche. Je suis un usager partenaire qui fait plusieurs projets de recherche, que ce soit dans des centres hospitaliers, que ce soit à l'Université Laval ou comme tel, avec différentes facultés aussi. Donc, je m'implique également dans la recherche. Je suis sur le comité conseil de l'agent d'amélioration continue du ministère de la Santé, donc M. Tremblay. J'ai le bonheur de siéger avec ce groupe-là. Nous sommes deux patients partenaires qui siègent sur ce comité-là afin d'amener la voix du patient à l'intérieur de l'amélioration continue. Je suis également usager sur le comité local, si vous voulez, de mon GMFU, donc pas juste provincial, mais également local. On a le droit de faire les deux. Fait que je participe également à l'amélioration dans mon propre GMFU. Puis, je suis également impliqué beaucoup j'ai en fait co-construit avec la direction de l'Institut de cardiologie universitaire de Québec, le ICPQ, anciennement l'hôpital Laval. On a fait la co-construction du bureau d'usager partenaire, comme tel, on l'appelle usager partenaire, donc qui est sous l'égide de l'éthique et de je ne me souviens plus dont le terme exact, mais la direction générale comme telle qui veut mettre en place, si vous voulez, un bureau d'usager partenaire puis faire la promotion d'une implication d'usager dans ses soins. Donc, on a créé ça cette année, puis l'an prochain, on va faire la promotion de cela. Mais tout simplement pour vous dire que je suis un passionné de santé, puis moi, mon objectif à moi, c'est de faire profiter de mon expérience, puis si je peux servir d'exemple à d'autres patients qui veulent s'impliquer ou à d'autres citoyens, parce qu'on n'est pas toujours juste patient, on peut être citoyen également, puis également participer à l'évolution de notre système de santé. Donc, mon expérience liée à l'accès aux services de mon GMFU, j'ai vécu une drôle d'expérience. En fait, ma mère, qui est cliente à mon GMFU, l'an dernier, je veux dire l'an dernier, au début de l'année 2018, elle a essayé de prendre un rendez-vous dans mon GMFU, puis elle a essayé 2 fois, puis elle n'était pas capable de parler à son médecin. Il y a eu des changements dans les systèmes téléphoniques, puis dans les messages, tout ça. Puis elle m'a appelé, puis elle a dit, peux-tu essayer de prendre un rendez-vous pour moi? Depuis quand? C'est tout nouveau. Habituellement, elle prenait ses rendez-vous elle-même. Donc, j'ai appelé mon GMFU et le message d'accueil durait 1 minute et demie et aucune possibilité de
de parler à personne. Il y avait 9 choix, puis si tu faisais pas un des 9 choix, bien souvent, il te sortait du système téléphonique complètement. Fait que donc, tu étais obligé de recomposer le numéro de téléphone. Fait que j'ai trouvé l'expérience un peu ardue, tellement que je me suis fait valider là, aussi par un de mes confrères c'est là que j'ai testé 1 minute et demie d'appel, puis le débit, je trouvais que le débit était rapide aussi. Surtout, il faut se mettre à la place des gens qui ont 80 ans et plus, là, qui sont un peu, je dirais, un peu sourds, un peu nerveux, puis des systèmes téléphoniques avec des choix, c'est pas trop facile pour eux autres. Fait que, évidemment, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé à mon GMF, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer le système téléphonique? Tant qu'à moi, c'est l'accueil, étant donné qu'on n'a pas d'autre choix que d'appeler. Pour moi, c'est un élément super important. Fait que donc, je me suis impliqué, comme j'étais dans le comité d'amélioration continue, et c'est là que ça a commencé, si vous voulez, mon intérêt à l'amélioration continue dans mon GMFU, c'est de m'impliquer justement dans l'amélioration du système téléphonique. C'est beau chialer, mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le système téléphonique? Donc, je me suis mis à la place des gens comme ma mère, qui eux autres appellent. Donc, on a un peu synthétisé, si vous voulez, les messages. Fait le débit moins rapide pour permettre aux gens il faut toujours se mettre à la place des gens qui sont moins de facilité, si vous voulez, à prendre des rendez-vous. Pour être capable, justement, d'améliorer cet aspect de réception téléphonique, là, comme tel. On n'a pas réglé les rendez-vous, mais on a réglé au moins cet accès-là. Et suite à ça, on a fait, comme j'ai été dans le comité d'admiration continue de mon GMFU, on a fait un Kaizen comme tel, dans lequel j'ai été invité à participer. En fait, on était 2 patients. Souvent, on essaie de pairer 2 patients ensemble pour être capable de créer un environnement plus propice aux patients pour qu'ils soient moins gênés de discuter avec les gens. Fait que donc, on était 2 patients partenaires, puis on a fait le Kaizen comme tel. Je suis ceinture blanche, je suis très, très, très content, mais je suis pas encore ceinture verte parce qu'il faudrait que je monte un projet moi-même. Mais j'étais très, très content. Puis la voix du patient, elle a été bien entendue comme telle. On a été pris en considération. On se voyait comme étant faisant partie de l'équipe parce que à la table, il y avait des médecins, des infirmières, des gens d'administration. On a appris le terme sentinelle que je connaissais pas. J'ai appris plusieurs choses comme telles qui fait référence, si vous voulez, à la prise de rendez-vous. Et c'était extraordinaire. Puis, ce qui est le fun, c'est que depuis ce temps-là, toutes les modifications qui se font pour la prise de rendez-vous, les patients sont mis au courant également. C'est pas juste le faire à un moment donné, mais c'est également le suivi. Donc, ce qui favorise, si vous voulez, l'implication des patients, la continuité dans le Kaizen, c'est donc améliorer de façon continue la prise de rendez-vous pour faciliter l'accès à tout le monde. Et on a participé, notre comité local a participé à l'élaboration d'un texte comme tel dans un journal qui fait partie de la publication de l'amélioration continue provinciale, si on veut, parce qu'on veut démontrer les bons coups. Donc, on a fait la promotion également à l'interne pour tous les agents d'amélioration continue au Québec sur la façon dont on avait procédé comme tel pour justement l'accès au système téléphonique pour essayer d'être capable d'être un peu un leader du domaine là, comme tel. Pour moi, la valeur ajoutée d'un partenariat avec l'usager dans le projet d'accès aux soins, le projet comme tel, j'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose déjà d'arrêté. J'ai eu l'impression qu'on a co-construit ensemble le projet. On avait une problématique qu'on avait détectée comme telle, puis on avait après ça la possibilité de co-construire avec les gestionnaires, puis les médecins, tout ça, puis le projet comme tel. Puis ce que ça permet de faire, ça permet également d'avoir une meilleure compréhension de notre système. On peut chialer, mais si on ne comprend pas notre système, c'est un peu plus difficile de chialer. Mais ça m'a permis de mieux comprendre les impacts par rapport à la gestion des rendez-vous, ces choses-là. Et évidemment, si on comprend mieux, là, on adhère plus aussi. Je pense que ça va avec l'engagement, va avec la compréhension, puis pour moi, c'est un élément essentiel comme tel.
On est passé d'un mode le système de santé à un mode notre système de santé. Donc, l'engagement va également dans le terme de dire, ben, c'est notre système de santé également. C'est pas juste le ministère ou la RAMQ ou les médecins, peu importe, mais on fait tous partie de notre système de santé. Ça donne le fait aussi d'avoir des patients à l'intérieur de ça, ben, le savoir expérientiel, ça donne une légitimité par rapport au projet, au changement réalisé. On l'implique, on co-construit, donc ça légitimise le projet dans son ensemble. Ensuite de ça, un autre élément que je trouvais intéressant, c'est la communication. On a une clinique, souvent on sent même pas, il y a des gens qui attendent dans une clinique. Donc, l'idée de faire la promotion de ce qu'on fait à l'intérieur de la clinique, c'est super intéressant parce que les clients attendent, puis au lieu d'attendre, puis ils peuvent lire des pamphlets, ils peuvent lire, donc, le niveau de communication, ça leur permet de justement générer des pamphlets, puis dire qu'est-ce qu'on fait, puis comment le système téléphonique fonctionne. Si on prépare les gens à communiquer avec la clinique en disant voici comment le système téléphonique fonctionne, ben t'es moins surpris quand tu appelles comme tel. Puis dans le fond, même si c'est un terme qui n'est pas très utilisé, on amène le terme comme tel, mais je pense que la notion de service à la clientèle, c'est implicite. Même si on dit que ça n'existe pas, on peut traiter les gens comme un service à la clientèle. Moi, je fais affaire avec des organisations, des grandes organisations privées qui ont un service à la clientèle, mais dans notre réseau, on n'a pas cette notion-là. On a plus le service de commissaire aux plaintes qu'on entend parfois, mais c'est comme s'il y avait juste des mauvais coups dans la santé. Quels sont les endroits où il y a un bon coup? Mais pour moi, c'est plus une notion de service à la clientèle. En l'amélioration continue, toujours. Le rendez-vous Santé Québec, évidemment, pour les usagers, ben ça démocratise, si vous voulez, la prise de rendez-vous à tous, même à ceux qui n'ont pas de médecin de famille, parce qu'à travers le réseau, on peut s'inscrire sur une liste, prendre des rendez-vous, ces choses-là. Ben, au lieu d'avoir des solutions qui changent d'un établissement à un autre, d'une région à une autre, maintenant, on est rendu avec un endroit spécifique où tout le monde peut prendre ses rendez-vous-là. Ça, déjà là, c'est un avantage. Ensuite de ça, donc, ça respecte aussi les habitudes des usagers. Moi, parfois, si mon organisation a des rendez-vous ouverts à partir de 8 heures, puis que j'essaie d'appeler à 8 heures, bien, parfois, la ligne est occupée. Fait que là, je suis obligé de rappeler, puis je n'ai pas toujours le temps de rappeler, puis à un moment donné, j'oublie ça. Fait que là, maintenant, en ayant un rendez-vous Santé Québec, ça me permet de prendre des rendez-vous par le web maintenant. Un élément super intéressant, puis avoir la consommation de ces rendez-vous-là. On parle souvent de no-show qu'on appelle, mais je pense que ça aide également à ce que les gens soient plus présents, assidus, souvent à leur rendez-vous. Ensuite de ça, je pense que l'accessibilité est importante. On parle souvent de P4 et de P5 dans le réseau de la santé. Comme tel. On sait que ça a des impacts sur mon maintien de famille si je vais à l'urgence et j'ai un P4 ou une priorité 4 ou 5. Donc, le fait d'avoir l'accès à n'importe quelle heure à la prise de rendez-vous, parfois, je vais éviter de me rendre à l'urgence pour rien parce que j'ai un endroit où j'ai déjà un rendez-vous ciblé. Et à ce moment-là, je n'irai pas à l'urgence pour autant. Évidemment, moi, j'ai un beau-frère qui est malentendant, puis je trouve que pour lui, prendre un rendez-vous, c'est un petit peu ardu. Maintenant, avec la télé, avec le web, ça permet justement pour lui de prendre son propre rendez-vous. Puis évidemment, ben, le rendez-vous Santé Québec, c'est déposé dans un endroit où on a accès à de l'information pour la population, c'est-à-dire les laboratoires, l'imagerie médicale, après ça, on a accès à la pharmacie, évidemment le rendez-vous Santé Québec et éventuellement la bibliothèque d'informations sur des sujets de santé qui va permettre à la population de comprendre ou de mieux comprendre, si vous voulez, certains éléments de la santé qui sont des textes très scientifiques. Mais là, on va essayer de respecter la littératie qu'on appelle de niveau 2 qui permet à l'ensemble de la population de comprendre. Les risques pour les usagers en GMFU et mesures d'atténuation, les risques comme tels, la méconnaissance de la ressource,
il va falloir avoir un bon plan de communication comme tel, soit avec les usagers partenaires à travers eux autres, soit les réseaux sociaux, les affiches, les journaux locaux. Je vais vous donner un petit exemple que moi j'ai vécu de ma carrière en informatique. On avait gagné, notre organisation, ce qu'on appelle le module d'enregistrement des ventes, qui étaient les petites boîtes noires dans les restaurants qui permettaient de contrer un peu l'évasion fiscale, qui obligeait tout le monde à émettre une facture avec un code à barre, là, comme tel. L'évasion fiscale, c'est l'affaire de tout le monde, pas juste l'affaire de... Puis le ministère du Revenu, avant le déploiement des boîtes noires au caisse enregistrées, ça fait une immense campagne pour si vous voulez, amener un changement de comportement de la population en disant, ben, quand vous allez au restaurant, demandez une facture. Puis à ce moment-là, les gens qui ne recevaient pas de facture, ben, les gens se mettaient un peu la puce à l'oreille. Donc, ils ont fait participer la population à l'ensemble de ce projet-là, qui n'était pas juste un projet technologique, mais également un projet sociétal. C'est-à-dire qu'on doit tous combattre l'évasion fiscale. On paye des impôts, puis ceux qui captent des taxes, puis ils ne remettent pas ça au gouvernement, c'est également notre affaire. Fait que donc, autrement dit, je pense que dans la santé, il faut également faire les choses. Il faut en faire la promotion comme telle. Puis encore là, il faut que ce soit dans un langage pas trop scientifique, puis que les gens soient capables de comprendre. Donc, ça revient un peu quand je parle de le non-respect de la littératie, c'est pas moi qui dis ça, mais selon les statistiques, il y a 50% de la population qui ont de la misère à comprendre ce qu'ils lisent. Donc, c'est important d'avoir la bonne littératie. On parle souvent de littératie 2, là, qui c'est sujet, verbe, complément. Donc, pour que ça soit simple, pour que les gens puissent comprendre. Les usagers qui sont moins à l'aise avec les technologies de l'information, mais il y a toujours les proches aidants qui peuvent aider, parce que de plus en plus, on veut connecter, si vous voulez, les proches aidants avec surtout dans le cas de personnes âgées, ou d'autres modalités d'accès. Voilà. J'ai terminé. J'espère que j'ai été dans le temps bien juste. C'est comme si je l'avais pratiqué plusieurs fois. Donc, Mélanie-Anne, je vais te laisser la parole, voir s'il y a des questions. Absolument. Merci beaucoup, M. Chabot. C'était vraiment super intéressant. Puis je pense que ça met bien la table aussi pour certains des enjeux qui vont être prioritaires à régler dans le déploiement du RVSQ. Donc, je vous invite les participants. Donc, on a une dizaine de minutes là, pour répondre à des questions que vous pourriez avoir pour M. Chabot, pour discuter. Donc, je juste vous rappelle, vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire des questions dans la boîte de questions. Sinon, moi, j'avais une question là, en vous entendant parler. Je me demandais, c'est quoi vous pensez l'impact de prendre un rendez-vous en ligne sur l'information que cherchent les patients? Donc, souvent, quand on appelle, par exemple, la secrétaire à notre clinique, on a d'autres questions. Qu'est-ce que je dois apporter comme document? Est-ce qu'on pose des questions, on cherche l'information auprès de cette personne-là qui nous répond? Comment est-ce que le RVSQ, une prise de rendez-vous en ligne, va changer un peu cette prise d'information-là, selon vous, selon votre expérience d'usager? Ben, je vous dirais, c'est évident que moi, je pense que une fois qu'on prend un rendez-vous, c'est exemple, il y a des prérequis, exemple, à rencontrer un médecin, exemple, aller faire ta prise de sang ou peu importe les examens que tu as passés avant de rencontrer ton médecin, ben, je pense que ce serait intéressant que ça soit envoyé dans la confirmation. Comme tel, parce que déjà là, que c'est pas toujours évident là, je pense qu'en envoyant un courriel puis confirmer des éléments qui doivent être faits au préalable, la préparation peut très bien venir du Rendez-vous Santé Québec. Je pense que ça va être une évolution comme telle de l'application, mais a priori, surtout les prérequis à la rencontre d'un médecin sont, je pense, c'est l'élément probablement le plus important. Après ça pourra amener d'autres choses, mais c'est la même chose dans le cas des médecins spécialistes. Là. Au Québec, il y a l'APSS et RDS, là, mais c'est exactement la même chose. Si on a une radiographie à passer avant, ça sera le fun de le savoir puis s'assurer que le rendez-vous est pris avant la rencontre avec le médecin. Et je pense que le Rendez-vous Santé Québec devrait, à l'intérieur de son code, de sa confirmation, mettre tous les prérequis nécessaires, si vous voulez, à la rencontre avec le médecin. Puis, juste une autre question là, qui fait un peu le rebond là, sur ce que vous venez de dire, mais
Comment est-ce qu'on peut prendre en compte les préférences des patients par rapport à leur rendez-vous dans la plateforme RVSQ? Donc, on sait, par exemple, que les patients qui n'ont pas de médecin de famille, des fois, ils vont préférer voir un homme ou une femme, ou ils vont préférer avoir un médecin de famille qui parle anglais ou français. Comment est-ce qu'on peut prendre bien en compte toutes les préférences des patients qui influencent leur accès au service et leur prise de décision de prendre rendez-vous dans la plateforme RVSQ? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est évident que mon médecin de famille, j'en ai un comme tel. Ceux qui n'ont pas de médecin de famille, il faudrait avoir une interface qui dit c'est quoi vos préférences, là, ou la région, ou vous acceptez combien de kilomètres, un homme, une femme. Je pense que ça devrait être peut-être dans l'évolution de l'interface. Je ne sais pas si l'interface permet ça actuellement. Je ne pense pas qu'on ait le choix des... sur la distance à laquelle on accepte d'aller consulter. OK. Mais pas OK. Donc, on a le nombre de kilométrages qu'on accepte d'aller voir un médecin, mais ça s'arrête là pour l'instant. D'accord. Puis, je pense que les autres, des gens qui vont me suivre vont être capables probablement justement, il y en a qui implantent actuellement le Rendez-vous Santé Québec, qui vont être capables de répondre à cette question. Excusez-moi si je n'ai pas toute la réponse. Mais non, mais en fait, c'est vraiment plus de savoir de votre point de vue puis de votre expérience aussi, en étant impliqué aussi dans ce que vous avez été impliqué auprès de votre GMF. Aussi, vous avez réfléchi aussi aux modalités un peu d'accueil de la clinique là, sous une autre forme. Mais c'est quand même des questionnements que vous avez eus. Peut-être juste une dernière, allez-y. Peut-être juste une dernière question pour vous. Quel rôle est-ce que vous voyez pour le patient partenaire au sein des GMFU dans le déploiement du RVSQ et puis dans l'amélioration pour l'accès aux patients? Ben, je pense que le Rendez-vous Santé Québec devrait être toujours présent dans l'agenda des rencontres en amélioration continue. Puis je pense que de par mon implication et l'implication d'un autre patient partenaire déjà là, on va être capable d'améliorer, si vous voulez, sensiblement s'il y a des améliorations à avoir comme tel. Je pense que l'implication du patient partenaire, il est là, il n'est pas là juste temporellement, là, il est là tout le temps. Fait que, donc, il devra faire partie du comité qui permettra d'améliorer, si vous voulez, Rendez-vous Santé Québec comme tel, puis sur la table de M. Tremblay, c'est des éléments également qui pourraient être identifiés, de remonter ça au niveau provincial après ça. Je me permets également de dire, je pense que nos expériences du côté CIS Chaudière-Appalaches pourront vous parler un petit peu aussi comment ils ont impliqué l'usager partenaire de leur côté. Je pense que ça pourrait complémenter la réponse à la question. Bon, mais je vous remercie énormément, M. Chabot, pour votre présentation. Puis je pense que ça met vraiment très bien la table pour le reste du webinaire. Donc, j'inviterais Marie-Pierre Gagnon, qui est la prochaine présentatrice, à changer de place avec vous. Donc, tout le monde est dans la même salle là, au ministère là, pour les participants qui nous regardent, qui se posent peut-être une question. Là. Donc, Marie-Pierre Gagnon, donc, qui a une chaire de recherche du Canada en technologie et en pratique de santé. Là, donc, il vient nous parler un peu plus du côté scientifique, recherche, si on veut, les questionnements, les différentes évidences qui peuvent nous aider quand on réfléchit en fait au déploiement d'un service comme le RVSQ. Donc, merci Marie-Pierre de te joindre à nous. Je te passe la parole. Donc, merci beaucoup, Mélanie. En fait, ce qui est intéressant, là, on a vu la perspective passée. On va prendre un petit peu de recul. On va regarder avec cette présentation qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que les recherches dans le domaine du numérique en santé nous apprennent, peuvent nous apprendre afin de vous guider là, dans votre implantation du RVSQ. Donc, tout d'abord, j'aimerais introduire, faire un petit point sur qu'est-ce qu'est le numérique en santé. Ensuite de ça, vous présenter un cadre d'analyse très, très général pour plusieurs applications du numérique en santé. Donc là, on va voir dans le cas particulier du Rendez-vous Santé Québec, mais c'est un cadre qui a été appliqué, on l'avait utilisé notamment pour l'adoption des DMI.
et à toutes sortes de sauces, là, je voudrais qu'il est très, très générique. Et ensuite, on va revenir un petit peu d'une lecture très externe, parce que moi, je le connais pas, le système de RVSQ, mais de ce que j'ai pu en voir d'après les documents et la présentation qui avait eu lieu au mois de novembre. Donc, à partir de cette lecture quand même externe, pour identifier quelques opportunités ou des défis potentiels, et ensuite de ça, discuter des leviers. Mais c'est bien sûr que le côté pratique là, va suivre ma présentation avec l'expérience plus concrète. Donc, quand on parle de numérique en santé, il s'agit de l'utilisation des technologies d'information et de communication, les fameux TIC, pour échanger des données sur la santé entre des cliniciens, des organisations et des citoyens patients. Et tout ça à des fins de promotion, d'éducation, de prévention, de traitement et d'empowerment, donc des individus ou des communautés, afin d'améliorer, de maintenir, de restaurer la santé et le bien-être des personnes de la population, tout en assurant la pérennité du système de santé. Donc, la grosse définition monstre, mais il y a tout là-dedans. Donc, dès qu'on parle d'utiliser la technologie pour améliorer, maintenir la santé, donc on est dans le numérique en santé. Donc, bien entendu, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on croit qu'il y a plusieurs bénéfices qui sont attendus, que ce soit pour les patients citoyens, comme M. Chabot vous l'a informé. Trop souvent, on est bloqué dans l'accès aux soins, puis des solutions basées sur les technologies pourraient très, très bien faciliter la vie de plusieurs personnes. Les cliniciens, je me tourne vers les cliniciens ici présents, combien de fois aussi il y a des frustrations parce qu'il y a tellement d'informations qu'il faut sans cesse répéter, des bris dans la continuité de l'information et j'en passe. Les organisations également, où la gestion de toutes ces informations-là pourrait être vraiment grandement améliorée avec le numérique et pour notre système de santé également. Donc, tout ça, tous ces bénéfices qu'on peut entrevoir lorsqu'on pense à utiliser les technologies du numérique vont dépendre d'un facteur commun qui va être l'utilisation optimale. Donc, si tout le monde aussi a des exemples en tête de grands systèmes qu'on a mis en place et qui n'ont pas été utilisés, puis on ne veut pas mettre la faute sur personne, est-ce que c'était le système qui était pas adéquat ou les utilisateurs qui l'ont carrément boudé, mais lorsque l'utilisation n'est pas optimale, donc les bénéfices attendus ont de grandes chances de ne pas se matérialiser. L'utilisation optimale, c'est une utilisation qui va maximiser les avantages d'un système ou les bienfaits et va minimiser les risques. Puis on dit, à défaut des éviter, parce que toujours quand même certains risques, on est dans des changements de pratiques, donc on parle souvent des résistances, les gens sont habitués de travailler d'une certaine façon, donc c'est sûr qu'on perd toujours un peu, mais à une utilisation optimale, on va viser à ce que les avantages surpassent les risques, les efforts qu'on va y mettre. Donc là, je vous parlais d'un cadre d'analyse générale qui prend en compte plusieurs opportunités ou défis du numérique en santé. Puis ce cadre-là s'est inspiré de la littérature sur les innovations dans le domaine de la santé, mais aussi de façon très générale. Donc, le modèle de diffusion des innovations parle souvent des courbes d'adoption. Donc, on a les gens qui sont les adopteurs précoces. Là, je pense que notre exemple de Chaudière-Appalaches fait partie de ce club des early adopters, donc des gens qui vont vraiment embrasser la technologie et puis la rendre fonctionnelle et jusqu'aux gens qui vont tarder un petit peu plus dans l'adoption. Donc, on sait que tout le monde n'est pas au même niveau et c'est quelque chose de normal. Les théories psychosociales, en fait, les théories psychosociales vont expliquer un peu pourquoi certaines personnes vont davantage embarquer, si on veut, dans des projets de technologie et d'autres personnes vont être un petit peu plus résistantes. Donc, c'était des questions un peu plus associées à la personnalité, aux avantages et aux risques qui sont perçus par un individu. Les théories des professions, alors là, on est dans un beau contexte où on a des médecins, on a des infirmières. Bon, dans les médecins, il y a des résidents, il y a le personnel au niveau de l'administration, de la gestion. Donc, tous ces gens-là ont des groupes d'appartenance et également sont habitués de travailler de certaines façons. Théorie des organisations, théorie des institutions, là, on entre en plus, on va parler souvent des milieux qui sont plus agiles, plus ouverts à l'innovation. Donc, tout le cadre également sociopolitique
on est au bon endroit au ministère de la Santé. On a des grandes tendances ou certains enjeux populationnels. Christian le mentionnait, les gens, la population utilisent la technologie. À 80% des personnes ont des téléphones intelligents, donc c'est vraiment des enjeux sociaux. En termes de niveau maintenant, pour ce qui est des différents défis ou enjeux, on peut les classer en fait comme en 7 grandes catégories, qui sont d'abord la technologie elle-même, le système. Ensuite, les questions d'individus et des relations entre les individus. La question le niveau des professions, le niveau des organisations et des institutions, le niveau sociopolitique. Alors, on parle dans ce temps-là plus des tendances sociétales, des enjeux. Le niveau légal, juridique et éthique, ce qui vient encadrer nos actions. Puis, bien sûr, les sous dans tout ça, le niveau économique. Donc, si vous prenez ces catégories-là, en général, on peut faire entrer pas mal tous les enjeux et les défis ou les leviers potentiels dans une de ces catégories. Donc, si on prend, basé sur la littérature scientifique, sur des recensions des écrits, en termes technologiques, c'est pas ici les éléments, donc j'ai ressorti vraiment ce qui était le plus fréquent, c'est pas exhaustif, mais on va parler de la maturité de la technologie, donc un système qui a bien été rodé. L'interopérabilité, je pense qu'on va avoir le cas où vous allez pouvoir nous en parler avec, ici, on pense beaucoup d'aimer. La convivialité, est-ce que c'est un outil qui va être facile à utiliser? Et là, autant pour les cliniciens que pour la population, parce que dans ce cas-ci, on a une interface qui est à la fois pour le client, l'utilisateur et celui qui offre le service. En termes individuels et interpersonnels, donc de percevoir qu'il y a des avantages, percevoir que c'est utile, percevoir aussi qu'on va avoir certains gains, parce que si on laisse quelque chose, bien, on s'attend en général à gagner quelque chose. La rapidité d'accès et le partage de l'information. Donc, on est dans une question ici de circulation d'informations aussi entre différents systèmes. En termes professionnels, donc la compatibilité avec les pratiques, la façon dont on travaille, la façon dont un GMFU va être organisé, qui est responsable de quoi. Et on est ici aussi dans un milieu très collaboratif, donc comment ça va faciliter le travail en collaboration. En termes organisationnels, d'avoir des ressources, un soutien disponible, le positionnement, le leadership. Alors, je vous parlais tout à l'heure des organisations qui étaient davantage ouvertes au changement et bien sûr, d'avoir identifié des leaders pour ce changement. En termes légal, juridique ou éthique, la transparence de l'accès aux données, de comprendre ce système-là, qu'est-ce qui se passe. L'exemple aussi de Christian était intéressant dans le sens les patients, s'ils sont bien informés de qu'est-ce qui se passe, comment l'information va être traitée, c'est un élément important. Et on est dans un moment assez intéressant en termes d'innovation dans le système de santé. On voit qu'il y a une ouverture puis qu'on va vers ces changements-là. On sent qu'il y a un soutien du côté des politiques. En termes de défis maintenant, bien sûr, quand on est dans le technologique, il y a beaucoup de systèmes différents. On a un système de santé où on a fait certains choix, où ces choix-là ont été une diversité, si on veut. Alors, il y a des défis particuliers qui sont associés à ça, qui vont aussi avec le manque d'intégration de nos systèmes et la complexité. Pour toutes sortes de raisons, on est en santé, les données de santé ont un caractère particulier et ce qui rend certaines choses complexes. En termes individuels, la résistance, qui est beaucoup liée aussi à des perceptions individuelles et de groupe. Parfois, on a l'impression qu'on va perdre soit personnellement ou que notre groupe va perdre, donc ça nous met moins ouverts au changement. Le fait de ne pas voir de gain direct va nous amener à abandonner. Parfois, on fait des efforts, mais si ça ne paie pas en retour, ça, c'est une cause aussi qui souvent est un peu les raisons des abandons en technologie. Le manque de formation. En termes professionnels, si les flux de travail sont trop modifiés, si on ajoute des tâches, je parlais ici de la responsabilité partagée, c'est plus en termes de la responsabilité si quelque chose ne va pas bien, bien là, de trouver un peu
où est la cause. Donc, ça peut devenir complexe étant donné que ce sont plusieurs groupes d'acteurs. En termes organisationnels, ben, on le sait, là, toujours les ressources sont très limitées en santé pour ça. On n'est pas dans un système privé où on compare avec le milieu financier, par exemple, où il y a certaines ressources qui peuvent être mobilisées pour soutenir ces changements, les fameux silos en termes de différentes organisations dans un même système et qui ne se parlent pas. Le cadre légal juridique qui est inadapté dans le sens où c'est vraiment un rythme qui est différent. Et donc, pour que ce cadre-là puisse suivre la vitesse d'évolution des technologies, c'est pas facile. Les risques qui concernent l'intégrité, la sécurité, la confidentialité, l'utilisation des données, qui sont vraiment quelque chose d'important. En termes, bon, il y a bien entendu la RAMQ qui est également le pilote de ce projet, donc pourrait s'assure que ces éléments-là soient en place, mais il y a toujours des risques. Donc, on sait aussi que les gens ne sont pas nécessairement formés. Si on est GMFU, c'est quand même des organisations limitées, donc on ne peut pas avoir des spécialistes en sécurité informatique dans chaque GMFU. Donc, ça peut être un risque éventuel. En termes sociopolitiques ou économiques, ici, c'est vraiment ce qui ressortait probablement une équité d'accès pour des populations vulnérables. On a un système, on parlait d'un niveau de littératie, mais il y a des gens qui n'ont même pas ces niveaux de littératie-là. Il y a quand même encore 15 à 20 des gens qui sont vraiment totalement non utilisateurs des technologies, que ce soit téléphone ou Internet. Et bien entendu, le partage des coûts et bénéfices qui va être quand même difficile à donner un chiffre, à chiffrer pour un système comme ça. Donc, à qui vont aller ces bénéfices-là? Si on parlait des no-show, des patients qui ne se présentent pas, donc les revenus supplémentaires, qui vont en profiter? Pour le cas de Rendez-vous Santé Québec, comme je vous disais, moi, je ne suis pas la spécialiste, ils vont parler après moi, les spécialistes, mais ce qui me semblait, de façon très, très externe, ça semblait être une technologie fiable à la base, simple et accessible, ce sera à vous de le dire. Également, de répondre aux attentes, aux besoins des patients et des citoyens. Donc, on parlait de l'implication des patients citoyens partenaires dans les développements, qui a une certaine habitude aussi d'utiliser les technologies dans des milieux comme les GMFU. Peut-être récente, parfois. Là, je sais que les DME, quand même, c'est pas une histoire très, très ancienne dans certains milieux. Donc, mais il y a eu des mouvements. Si on était arrivé avec ça il y a 5 ans, ou ça aurait peut-être été un petit peu plus complexe. Et la collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle, donc également, lorsque plusieurs sites, là, vous pourrez nous en parler tout à l'heure. En termes de leadership, un leadership clinico-administratif est un peu la clé du succès dans le sens où ce ne sera pas un projet qui va être uniquement va servir le côté administratif, mais aussi que les cliniciens en aient des avantages et le contraire. Le système, bien entendu, c'est encadré, c'est la RAMQ, c'est la garantie de sécurité. Bon, il peut arriver des problèmes, mais en ayant une institution comme la RAMQ qui est là pour veiller à ces éléments-là, je pense que ça peut quand même rassurer les utilisateurs que c'est un système qui ne va pas être piraté là, demain matin. Accès à la première ligne, on s'entend que c'est une grande priorité politique et sociétale. Donc, tout ce qu'on peut faire afin de favoriser cet accès-là va être bien vu autant dans la population que dans le réseau. Et les potentiels de gains, encore là, j'ai bien hâte de vous entendre, pour les cliniciens, pour l'organisation, comment ce système-là, on peut en mesurer un impact tangible. En termes de défis, souvent c'est les corollaires, dans le fond, des avantages, c'est qu'il y a plusieurs systèmes parallèles. Les DME, on a encore fait un choix. Je pense que pour les GMFU, il y a moins de variabilité. Là, hein, ça aide un petit peu, mais moi, je pensais aussi en termes d'agrandir aux autres organisations. Il y a certaines complexités dans les types de rendez-vous. Vous allez en parler éventuellement pour ce qui est de l'accès adapté. Donc, ça peut amener cette complexité-là où l'information, la communication, il va y avoir des enjeux assez particuliers pour pas que ça semble un système trop complexe.
Les gains, j'en parle encore, semblent peut-être moins concrets dans le sens où tangible, je vais pouvoir vraiment avoir un gain, je vais avoir plus de patients ou ça va me prendre moins de temps par rapport à d'autres systèmes comme les DME où des gains pour les cliniciens est un petit peu plus manifeste, si on veut. La responsabilité de la gestion qui va être quand même partagée. Donc, c'est pas, j'en parlais tout à l'heure, c'est une responsabilité partagée. Si jamais il y a des problèmes, ça ne sera pas nécessairement le fait d'une personne ou d'une autre. Donc, une certaine complexité, c'est un exemple. Comment ce système-là va être en interdépendance avec l'accès adapté. Alors, certaines plages qui doivent être disponibles dans l'horaire du professionnel. On pourra voir l'exemple de tout à l'heure, comment ils ont pu arrimer ces éléments-là. La question de la cascade dans les prises de rendez-vous où ça va pouvoir être modulable d'un endroit à l'autre. Donc, on parle des équipes relais afin des fins de communication. Je crois aussi également que ça va être important que ce soit bien clair, bien identifié, ce système-là. Notamment pour les patients. Christian a mentionné tout à l'heure sa maman qui voulait voir son médecin. Comment, dans un système comme ça, on va s'assurer qu'une personne va voir le professionnel qu'elle veut. Puis je pense aussi la question qui a été mentionnée par rapport à pouvoir choisir le sexe de notre clinicien, ça peut être important. Donc, comment prendre en compte ces éléments-là? Des leviers potentiels, bien c'est sûr qu'il y a une représentation à faire, il y a vraiment à mobiliser les fournisseurs de DME pour qu'ils doivent faire leur part du travail aussi, collaborer à ça pour que ce soit un succès. De former et former encore. Dans d'autres projets où j'étais impliquée, quand on va sur le terrain, on nous dit oui, à un moment donné, on a une formation, mais c'est pas suffisant. Donc, c'est pas seulement une fois. On sait qu'on a des roulements de personnel, donc, et à la fois d'avoir des super utilisateurs cliniques, administratifs, quelqu'un qui, dans notre milieu, peut nous déboguer, si on veut, lorsqu'il arrive quelque chose. Ce sont vraiment les clés du succès pour une implantation réussie d'un système informatisé, quel qu'il soit. Donc, j'imagine que ça va se répéter ici. Et la gestion du changement. Donc, vous êtes ici les agents d'amélioration continue de la qualité, un rôle particulier à avoir là, pour cette réussite. D'autres leviers potentiels. Donc, on voyait que c'était un système qui était quand même assez adaptable, mais quand même, l'harmonisation peut devenir aussi quelque chose d'important parce que si un patient est habitué de fonctionner d'une certaine façon, donc si c'est trop différent, on risque aussi d'avoir certaines pertes. Il y a une réalité particulière aussi au sein des GMFU, la question des résidents, la question des infirmières cliniciennes ou infirmières praticiennes spécialisées. Donc, de ne pas oublier, puis je pense que c'est quand même, ça semble avoir été au cœur de ce projet-là, que c'est le patient qui est au centre, c'est pour le patient qu'on veut faciliter l'accès aux services de santé. Donc, pas oublier de s'assurer que le patient soit satisfait dans tout ça. Et de trouver une façon pour que les GMFU, pour que les cliniciens voient un bénéfice concret. Je n'ai pas de secret pour vous. J'ai dit comme ça, ça s'est vu. Est-ce qu'il y a certaines primes si quelqu'un a moins de rendez-vous manqués? Est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus? Puis je pense que c'est Christian aussi qui l'avait mentionné, de ne pas toujours être là en mode punitif, mais être là en mode aussi encouragé. Donc, si vous avez certaines questions, donc moi j'ai dépassé mon thème. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était super éclairant, super intéressant. Donc, bien intéressant d'avoir vraiment l'autre côté basé beaucoup sur aussi les recensions des écrits que tu as fait en tant que chercheur. Donc, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, à me les écrire. Mais entre-temps, tu as identifié beaucoup de pistes pour commencer à réfléchir comment est-ce qu'on peut supporter le déploiement d'une technologie comme le RVSQ, donc identifier un leader, promouvoir un peu l'utilité de cette nouvelle technologie-là, partager la responsabilité du déploiement au sein d'une équipe, s'assurer qu'il y a une collaboration avec les DMI, avec les différentes innovations qui sont déjà en place.
faciliter un peu la gestion du changement, adapter les modalités, puis évidemment faire un monitorage de tout ça, mesurer la satisfaction au fur et à mesure des patients pour bien améliorer le service au fil du temps. J'avais une question au niveau on sait que le RVSQ est déployé dans un contexte où il y a déjà des services qui existent qui permettent de prendre des rendez-vous en ligne. Qu'est-ce que tu as vu dans la littérature pour si on veut contrer un peu les habitudes que les utilisateurs ont déjà, par exemple, d'utiliser une plateforme comme Bonjour Santé, alors qu'on sait que le RVSQ, le déploiement ne se refera pas tout d'un coup, donc peut avoir des bugs, peut avoir un déploiement un peu plus lent. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour favoriser l'adoption par les utilisateurs, puis vraiment s'assurer que c'est une utilisation optimale, là, comme tu l'as nommé au début de ta présentation? Mais je pense que la question de la transition ne doit pas être négligée. Donc, de s'assurer qu'il y a un plan de transition. Alors, lorsqu'on passe d'une plateforme à l'autre, de bien informer les usagers. Christian mentionnait des pamphlets, faire des affiches. Donc, de vraiment, je sais pas, moi, j'ai jamais pris de rendez-vous avec ni l'un ni l'autre, donc je suis vraiment pas la bonne personne pour vous en parler. Mais s'il y avait possibilité, par exemple, de mettre un petit message lorsqu'une personne prendrait rendez-vous avec et à partir de telle date, ça va être une autre plateforme. Donc, ça va être... Puis que Rendez-vous Santé Québec soit le plus possible, que ça se ressemble quand même pour que les gens tombent dans quelque chose de complètement différent. Mais là, je vous dis, je suis très néophyte, là, je ne connais pas les interfaces. Mais pour s'assurer, là, c'est ça, que la transition soit réussie, c'est le moins complexe possible, le plus d'informations puis de communication et répéter les messages et préparer les gens au changement. Lorsqu'on a un moment, une date, et c'est toujours plus facile là, pour pas que les gens se perdent puis continuent de vouloir essayer un système puis de se rendre compte que ils arrivent nulle part puis finalement ils n'ont jamais pris de rendez-vous. Donc d'accompagner aussi les utilisateurs là-dedans lorsque les gens se présentent à leur rendez-vous. Par exemple, si la réceptionniste peut dire bon, la prochaine fois vous pourrez utiliser celui-là. En tout cas, peut-être que vous aurez des trucs à nous partager aussi là, les gens de Chaudière-Appalaches. Mais je dirais, d'après la littérature, c'est vraiment ça, c'est de préparer, d'accompagner, que la transition soit la moins troublante possible là, pour les gens. Absolument, merci. Puis en fait aussi, dans tes travaux, tu nommes aussi que souvent les technologies de l'information peuvent être un peu un outil d'empowerment pour les patients, là, comme prendre un peu plus le contrôle, si on veut, d'avoir accès aux services et de mieux connaître leurs besoins d'accès aux services aussi. Par contre, tu as mentionné qu'en effet, il y a des gens qui n'utilisent pas les technologies qui sont dans la population. Donc, comment est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'un déploiement comme celui-là pour s'assurer que l'accès ne devient pas à deux vitesses pour ceux qui utiliseraient l'innovation versus ceux qui n'ont pas l'intérêt ou la capacité d'utiliser les nouvelles technologies? Comment est-ce qu'on peut gérer ce double accès-là? Donc, c'est certain qu'il il faut pas laisser des gens de côté, là, qu'il n'y ait pas cet accès à deux vitesses. Donc, un peu aussi, je reprends ce que Christian a mentionné, d'impliquer, lorsque c'est possible, les proches. On parle d'un patient âgé, par exemple. Si la personne est démunie, a personne, ça pourrait être quelqu'un aussi de la communauté. Et de toujours maintenir la fonction classique, le téléphone, qui quand même va pas être une technologie qui va disparaître demain matin. Donc, de s'assurer qu'il y a cette possibilité-là. C'est sûr qu'on essaie toujours, je pense toujours aux cartes de guichet, là, lorsqu'on a eu les guichets automatiques, ça a pris vraiment beaucoup de temps à des personnes âgées, mais après 20 ans, un beau jour, nos grands-parents utilisaient les cartes. Il y a encore des gens qui vont aller au guichet, à la caisse. Donc, il va toujours avoir la fameuse courbe d'adoption. On a toujours notre petit pourcentage, 2-3% de la population qui ne l'adopteront jamais. Mais si on est conscient, puis on trouve un moyen pour ces personnes-là, qu'elles ne soient pas exclues, mais en essayant de tirer le plus possible de gens là, dans la grande majorité qui l'utilisent. Donc, on met moins de ressources, puis il nous reste quand même des petites ressources supplémentaires à mettre à nos personnes. On est dans un système de santé universel, puis je pense que ça fait partie des choix de société, de s'assurer que ces personnes-là ne seront pas laissées. Absolument. En sachant qu'il y a beaucoup de nos participants qui sont des agents d'amélioration
continue de la qualité dans les GMFU. Tu as mentionné leur rôle en tant que facilitateur du changement, de gestion du changement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus concrètement des actions qui peuvent être prises dans les milieux pour faciliter le changement? Je sais qu'on va avoir le savoir là, expérientiel après là, de certains GMFU, mais selon la littérature, selon les écrits, comment est-ce qu'on peut gérer ce changement-là à l'intérieur des GMFU? Bien, je pense que la réponse la plus juste va venir après, avec une expérience concrète, mais je dirais vraiment de façon reculée dans la littérature. Donc, la gestion du changement est souvent la clé là, pour l'adoption des technologies. Puis, je pense que de mentionner ce rôle-là et de l'officialiser en disant, bien, puis encore là, c'est des milieux un petit peu, oui, chaque milieu a un peu la même configuration, mais à l'intérieur, j'imagine que les rôles vont dépendre aussi des dynamiques internes. Donc, je dirais que ça serait dans un GMFU de vraiment bien préciser. Puis si le rôle est pour l'agent d'amélioration continue, bien, est spécifique, de carrément l'annoncer. Regardez, cette personne-là va avoir telle responsabilité, de faire connaître ce rôle-là et de s'assurer aussi que l'agent de changement est à l'aise avec le rôle qu'on lui attribue. Là. La question n'est pas nécessairement d'imposer quoi que ce soit. Ça se pourrait que dans un autre milieu, ça soit quelqu'un d'autre aussi qui soit le grand champion. Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais d'après la littérature, l'important, c'est justement que ça respecte la dynamique organisationnelle en place et de savoir qu'on ne peut pas avoir un modèle unique puis tout le monde va faire la même chose. Ça prend certaines balises dans la définition des rôles pour cette gestion-là, mais aussi de laisser la marge de manœuvre est toujours le secret aussi dans la gestion du changement. Je vous encourage à la maintenir. Ça va? Beaucoup, Marie-Pierre. Donc, vraiment super intéressant. Donc, j'inviterai les prochains présentateurs à prendre place. Donc, on a avec nous Geneviève Crevier, Véronique Lessard, Julien Quinty et Éric Dubuc, donc qui nous viennent des GMFU, Lévis et Chemin, qui vont nous parler un peu à tour de rôle là, de leur expérience dans le déploiement du RVSQ, donc un projet pilote, si on veut, qu'ils ont mené, puis ils vont nous en parler plus en détail. Donc, je vous passe la parole sans plus. Oui, bonjour. D'abord, je me présente, Geneviève Crevier, chef de service régional au 6 de Chaudière-Appalaches. Je suis accompagnée de 3 personnes sans qui ce projet n'aurait pas évolué de façon aussi efficace. Donc, d'abord, Véronique Lessard, agent d'amélioration continue de la qualité dans nos 2 GMFU, ainsi que Dr Julien Quinty, médecin enseignant au GMFU de Lévis, et Dr Éric Dubuc, médecin enseignant au GMFU des Aides-Chemins. Donc, il nous fait plaisir de vous partager notre très récent savoir expérientiel concernant le projet de déploiement de Rendez-vous Santé Québec au sein à la fois du GMFU de Lévis et le GMFU des Aides-Chemins. Donc, sommairement, nous allons vous présenter la mise en contexte du démarrage du projet, les opportunités d'amélioration privilégiées dans chacun des 2 GMFU, la mobilisation essentielle des leaders dans le projet, le rôle central de l'agent d'amélioration continue de la qualité, ainsi que nos plans d'action pour le déploiement de RVSQ, l'expérience de 2 médecins, 2 administrateurs locaux médicaux, et enfin, les leçons apprises jusqu'à maintenant, considérant que notre expérience de déploiement est prévue le 14 janvier prochain. Alors, nous trouvions intéressant d'abord de mettre en contexte le projet, c'est-à-dire pourquoi le déploiement de RVSQ dans nos 2 GMFU. Donc, je vous dirais d'abord pour répondre à des besoins locaux qui ont été identifiés par les équipes, donc soit des constats d'amélioration réalisés par les équipes elles-mêmes. Bien sûr, l'intégration de l'agent d'amélioration continue de la qualité, pour nous, à l'automne 2017, devient, bien sûr, après l'appropriation du rôle de l'agent d'amélioration continue au sein des équipes, devient une personne ressource qui permet d'offrir un soutien concret, opérationnel, pouvant mettre de l'avant des projets d'amélioration continue de ce type. Alors, possiblement, comme dans la plupart des GMFU, l'arrivée de l'agent d'amélioration continue
À son arrivée, nous avons identifié les besoins prioritaires dans chacune des deux équipes par la DIAD de co-gestionnaire, par le personnel de soutien administratif, bien sûr l'équipe médicale, les professionnels cliniques qui y travaillent. Nous avons aussi réalisé un sondage auprès des patients dans chacun des deux GMFU pour connaître leurs préoccupations, leurs besoins, leurs perceptions. Ensuite, nous avons priorisé les opportunités d'amélioration continue, déterminer ensuite un plan d'amélioration continue distinct pour chacun des deux GMFU, considérant que les besoins locaux ne sont pas nécessairement les mêmes. La mise en place de comités locaux de travail impliquant la plupart soit des médecins, personnel administratif, professionnels, etc. Et par la suite, l'élaboration d'un plan d'action qui visait l'atteinte des objectifs. Alors, pour le GMFU de Lévis, en fait, l'opportunité d'amélioration, on visait surtout l'amélioration du taux d'assiduité, l'amélioration du fonctionnement de notre centrale de rendez-vous, donc qui ont été les deux priorités ciblées par les équipes. Au GMFU des aides-chemins, on parlait davantage d'amélioration de l'accessibilité pour l'obtention d'une consultation médicale et l'amélioration du fonctionnement de la centrale de rendez-vous. Donc, nous avons analysé plusieurs pistes de solutions envisageables en comité de travail avant d'arrêter notre choix sur le RVSQ. On percevait d'abord, en fait, ce qu'on cherchait, une plateforme de rendez-vous performante par Internet. On cherchait à réduire les efforts administratifs associés à la prise de rendez-vous. Bien sûr, s'assurer que le DME est compatible avec une autre plateforme, une grande accessibilité pour les patients du 24/7, donc on souhaitait élargir l'accessibilité pour les patients. Bien sûr, un service qui est gratuit. Et nous avons aussi, bien sûr, pris en compte les orientations ministérielles à cet égard. Avant de préciser de façon plus détaillée les diverses étapes de nos projets, globalement, certaines conditions nous apparaissent incontournables. On en a parlé un peu plus tôt. Évidemment, la volonté de l'équipe médicale des deux GMFU qui voulait aller de l'avant vers ce projet-là. L'adhésion des co-gestionnaires qui est aussi un incontournable. Et surtout, le soutien de l'agent d'amélioration continue qui concrètement peut nous aider dans diverses étapes du projet. L'implication pour nous très importante des médecins, Dr Quinty, Dr Dubuc, des médecins qui ont d'abord avant tout un intérêt, mais aussi des connaissances en informatique sur le fonctionnement du DME, un engagement également soutenu de leur part qui nous permet d'avancer, qui est à nos yeux un incontournable. On a travaillé, bien sûr, en soutien avec les directions transversales du CIS. Alors, on a fait des liens étroits avec le service des ressources humaines, communication, affaires juridiques, donc notamment pour l'élaboration d'un plan de communication très efficace. On a eu leur soutien. La direction des ressources informationnelles, évidemment. La direction des services multidisciplinaires, parce qu'on avait des zones conjointes au niveau du personnel administratif, et la direction des services techniques là, pour des outils de visualisation, de télévision, d'installation, tout ça, ce qu'on parlera un peu plus tard. Bien sûr, on en a parlé, une gestion participative qui facilite la gestion du changement. Donc, on a travaillé beaucoup en comité de travail actif, dynamique, pour pouvoir avoir un objectif commun et d'avancer ensemble. Ce qui est intéressant, l'anticipation des coûts aussi associés au projet. On n'y pense pas, on pense que c'est gratuit, mais dans la réalité, on a quand même des coûts à anticiper, notamment pour les outils de communication, les trousses promotionnelles. Il y en a des existantes, mais il y a des choses qu'on doit adapter, donc il faut prévoir aussi des coûts par rapport à ça. La communication efficace entre les membres du comité de travail, dans plusieurs projets, c'est le cas, mais surtout dans un échéancier plus serré. Et bien sûr, le maintien de la motivation des équipes de travail. Il y a certains imprévus, donc il faut s'ajuster et maintenir la motivation. Et je terminerai en parlant du leadership de la direction des services professionnels pour offrir un soutien également aux autres GMF au niveau régional. Donc, on a porté un leadership en GMFU pour aider aussi nos collègues dans les GMF par la suite. Alors, le leadership de la direction des services professionnels a été très aidant dans ce sens. Je laisserai la parole maintenant à Véronique Lessard, notre agente d'amélioration continue, qui va vous parler le plus spécifiquement du rôle d'un agent dans ce type de projet-là. Merci beaucoup.
Alors, bonjour tout le monde. Je vais continuer un peu ma présentation, un peu dans le même sens que Geneviève vient de vous faire là, concernant les conditions gagnantes. Mais au-delà de ça, mais le rôle d'un agent d'amélioration continue, je vais vous parler un peu de ce qui a été un peu désigné là, pour ma part dans le cadre du déploiement du RVSQ. Je vais également aussi vous présenter là, les grandes étapes là, de mon plan d'action qui a été plus de façon opérationnelle là, pour la réalisation. Tout d'abord, l'équipe de cogestion m'a demandé d'assurer la coordination comme chargée de projet et d'être en soutien comme facilitatrice là, auprès de l'équipe. La première étape, ça a été vraiment de définir le projet. Ça va, je peux poursuivre? Ça va, on a eu un petit écho, là, mais ça va. Continue. Alors, je vais reprendre. Dans le fond, la première étape, là, ça a été de définir le projet et son envergure. Rapidement, là, nous avons convenu avec la diade de cogestion qu'il est très préférable de fractionner le projet en 3 phases de déploiement pour mieux maîtriser les risques et les enjeux auprès des patients. Notre première phase de déploiement, comme Geneviève vous a mentionné, ça va être le 14 janvier pour le 100 rendez-vous seulement. Et pour le GMFU de Lévis, nous avons également 2 médecins qui vont être 100% en accès adapté là, à partir du 14 janvier dans le RVSQ. La deuxième phase visera l'intégration de tous les rendez-vous médicaux des médecins et finalement, notre troisième phase va comporter l'intégration des rendez-vous des résidents et des IPS dans le RVSQ. Un coup que nous avons défini l'envergure, nous avons été plus en mesure d'identifier la priorité du projet parce qu'il fallait fixer une date de déploiement et on a utilisé certaines questions pour être capable de bien évaluer l'impact de tout ça. On s'est demandé, est-ce que c'était un projet qui était prévu déjà dans le plan local d'amélioration continue de la qualité? Est-ce qu'on devait revoir la priorisation de certains projets qui étaient en cours, comme exemple les livrables qui étaient déjà convenus à l'avance? Par la suite, on a établi ma capacité réelle à moi, là, comme agent d'amélioration dans 2 GMFU, d'exécuter le déploiement du RVSQ. Par la suite, un coup qu'on a été capable de mieux évaluer l'ampleur de tout ça, à l'aide du comité de cogestion, nous avons décidé de mettre en place un comité de travail parce que je ne pouvais pas toujours solliciter le comité de gestion là, à toutes les étapes opérationnelles. Par la suite, on a décidé, moi, comme travail, j'ai eu à élaborer et planifier toutes les étapes de la gestion du projet du début jusqu'à la fin, là, qui va comporter les 3 phases d'implantation. Ah oui, c'est une bonne idée de changer. Par la suite, j'ai déterminé un plan d'action avec toutes les tâches à réaliser concrètement là, que je vais vous présenter un petit peu plus loin dans ma présentation. J'ai déterminé avec les membres du comité qui fait quoi, quand et comment, ce qui a permis de comprendre réellement le rôle de chacun des membres et de s'assurer d'une bonne compréhension du projet et des finalités qui étaient attendues. J'ai identifié les contraintes et les enjeux au déploiement du RVSQ ainsi que les stratégies pour les contourner. Vous savez, il y en a plusieurs contraintes et enjeux, mais globalement, là, je vais vous en nommer quelques-unes. Comme exemple, au niveau du délai, vous savez, la lettre circulaire stipule 30 jours pour l'implantation du RVSQ, mais avec un plan d'action à réaliser, c'est pas toujours réaliste là, comme délai, ce qui nous exige un peu là, de certaines contraintes à ce niveau-là. Par la suite, vous savez, toutes les personnes qui vont être impliquées dans le cadre du projet, on va devoir libérer les ressources là, nécessaires pour m'aider à accomplir toutes les étapes. Fait que parfois, il peut y avoir des coûts associés justement à la libération de ces ressources-là. Il peut y avoir également des coûts, comme Geneviève vous nommait tantôt, au niveau des frais de formation qu'on va devoir faire. Est-ce qu'il va y avoir des frais pour notre plan de communication avec les moyens qu'on va identifier? Même si la plateforme de RVSQ n'a aucun coût là, pour son utilisation, mais le projet il peut amener certains coûts possibles. Par la suite, c'est sûr qu'il y a un enjeu important au niveau de l'adhésion des parties prenantes, puis je fais référence essentiellement aux médecins. Hein, c'est eux qui vont devoir vraiment verser leur plage horaire dans le RVSQ, fait que c'est important là, d'avoir leur adhésion. Et finalement, il y a des enjeux au niveau de la qualité puisque les DME doivent s'arrimer avec le RVSQ. Fait qu'il faut s'assurer d'un succès en termes d'arrimage. Et je vois également des enjeux là, au niveau des patients à l'adhésion du RVSQ, puis à savoir est-ce qu'ils vont avoir été bien informés là, du transfert de plateforme de prise de rendez-vous
tout au long du projet. Là. Fait que ça, il y a des enjeux majeurs là-dessus. Par la suite, j'ai eu à identifier, analyser et gérer les parties prenantes tout au long du projet. Sommairement, là, je fais référence aux patients, les citoyens. Si vous avez des plateformes de prise de rendez-vous, exemple Bonjour Santé, si vous avez d'autres directions d'impliquer, les fournisseurs DME, les médecins, les résidents, les directeurs médicaux des GMFU, les autres GMF impliqués si vous avez des ententes de partenariat. Après ça, le personnel administratif, les professionnels et les médias. Il y en a plusieurs autres, mais ce qui est important dans cette analyse-là, c'est de vous assurer là, de leur adhésion au projet ou mettre en place des moyens là, pour évaluer leur impact sur la réussite du projet. Un coup que toutes ces étapes-là sont réalisées, moi, quand je dois suivre l'état d'avancement du projet, m'assurer de la bonne utilisation des ressources au bon moment, m'assurer de faire entériner les prises de décision importantes au comité de cogestion, là, qui est mon instance décisionnelle dans mes 2 GMFU. Et finalement, je dois m'assurer du respect des échéanciers de chacune des étapes du plan d'action, ce qui implique de régler au quotidien là, des problématiques qui ne sont pas toujours prévues au plan initial. Il est important de tenir informé le comité de cogestion tout au long du projet et l'équipe du GMFU là, de l'avancement et ça amène à faire une meilleure gestion humaine du changement là, tout au long du processus. Pour ma part, j'ai eu la chance là, d'avoir vraiment un comité de cogestion qui était très impliqué à chacune des étapes, là, ce qui a facilité vraiment mon travail dans ce projet-là. Je viens de vous présenter sommairement là, vraiment mon rôle comme soutien là, et facilitatrice dans le déploiement du RVSQ. Et je vais poursuivre vraiment avec la présentation de mon plan d'action au niveau de façon globale. Par contre, je mets une petite mise en garde, là, même si je vous présente un plan d'action, j'ose croire que vous ne pourrez pas le déployer dans son intégralité dans vos GMFU puisque ça nécessite vraiment des adaptations selon le type de centrale de rendez-vous, les directions impliquées, votre fournisseur DME. Mais par contre, je pense que ça va vous donner une petite idée là, globale de qu'est-ce que ça comprend le déploiement du RVSQ. Fait que la première étape, il faut prendre une décision avec le comité de cogestion et par la suite, vous devez rencontrer vos équipes médicales pour les informer des orientations prises pour implanter le RVSQ. Le but de cette présentation-là, c'est de faire adhérer les parties prenantes internes au projet en prenant soin de transmettre les bonnes informations, leur nommer les contraintes, les enjeux possibles. Comme ça, on va s'assurer de leur adhésion tout au long du processus. Un coup qu'on a eu les autorisations nécessaires pour débuter le projet d'implantation, il est important de tout de suite identifier nos administrateurs locaux là, dans le GMFU. L'administrateur peut être un médecin ou une agente administrative. Par expérience, je dois vous dire que c'est un rôle hyper important dans le cadre du déploiement du RVSQ, car cette personne-là, elle doit être capable de maîtriser là, vraiment le fonctionnement des DME et avoir de l'intérêt là, à connaître la nouvelle interface là, du RVSQ. Pour ma part, j'ai eu la chance, là, dans chacun de mes GMFU, de sélectionner des médecins qui étaient vraiment champions. Là. Ils étaient des grands connaisseurs du DME, puis c'est des personnes qui sont très stimulées là, dans tout ce qui est la technologie de l'information, l'informatique et tout ça. C'est sûr que nous devons travailler là, avec les administrateurs locaux là, en étroite collaboration tout au long de la réalisation du projet. Si vous avez dans votre GMFU un médecin qui a un intérêt marqué à l'utilisation du DME et qui démontre de la motivation, allez chercher ces personnes-là là, pour travailler avec vous. Puis, idéalement, je vous suggère de prendre une deuxième personne là, comme administrateur local. Je fais référence à une agente administrative qui inscrit déjà l'horaire des médecins là, dans le DME. C'est intéressant d'avoir 2 personnes car le médecin administrateur, il va pouvoir lui déléguer là, des tâches là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes à réaliser là, au niveau de l'inscription dans le RVSQ. Ça va permettre également que si jamais l'administrateur local qui est désigné s'absente, il y aura toujours une autre personne là, qui pourra avoir les mêmes droits d'accès. Pour y arriver, le directeur médical, là, il doit compléter les formulaires. Là. Vous avez le formulaire 4355 qui permet de désigner le premier administrateur local. Et pour en désigner un deuxième, c'est le formulaire 4373 que vous avez les liens là, dans la présentation. Un coup que l'inscription est envoyée, vous devez attendre la réception de vos codes d'accès par la poste. Durant ce temps-là, vous pouvez identifier les membres de votre comité de travail. Encore une fois, là, vous devez sélectionner des personnes clés dans votre comité pour s'assurer là, vraiment d'une réussite.
pour notre part, ben, notre comité il était composé là, de la directrice médicale du GMFU, la chef de service, un médecin champion comme administrateur local, une agente administrative comme deuxième administrateur, la direction des services multidisciplinaires plus qu'une partie de son personnel est à la centrale de rendez-vous. Et nous avons eu également un patient partenaire et l'adjointe de la DSP. Ensuite, vous devez informer votre fournisseur DME de l'intention du GMFU de déployer le RVSQ. Vous aurez un peu plus d'informations à ce sujet là, durant la présentation des administrateurs locaux, mais sommairement, là, vous devez lui demander quelques questions au sujet de l'arrimage avec le RVSQ. Une fois que vous avez toutes les informations nécessaires, vous serez en mesure de fixer une date réaliste là, pour le déploiement du RVSQ. Il y a quand même beaucoup de boulot à réaliser et les ressources dédiées dans le cadre de votre comité ne seront pas nécessairement dégagées à temps complet. Fait qu'il faut que vous preniez en compte ces éléments-là, tout comme l'agent d'amélioration, est-ce qu'il sera libéré à temps complet pour faire ce projet-là? C'est des éléments importants à tenir compte. Ensuite, vous devez demander aux médecins, aux résidents, aux IPS de vous envoyer les identifiants de la RAMQ. Dr Quinty, lors de sa présentation, va vous donner un peu les étapes à suivre là, pour réaliser cette étape-là. Lorsque vous aurez la réception des codes d'accès à la RAMQ, suite à votre inscription, l'administrateur local doit contacter son fournisseur DME pour lier les machines. Encore une fois, Dr Dubuc là, va vous présenter chacune de ces étapes. Au cours du projet, vous aurez à rédiger un plan de communication. C'est à cette étape-ci que nous, on a pris la décision d'impliquer notre patient partenaire parce qu'on voulait s'assurer là, que nos moyens de communication étaient bien adaptés et nous avons impliqué le service de communication du CIS. La RAMQ fournit une trousse déjà bien complète au niveau, une trousse promotionnelle là, pour bien informer nos patients. Par contre, lorsqu'on fait un déploiement par phase, ben, la trousse n'est pas tout à fait adaptée puisqu'elle peut mettre vraiment, elle va transmettre des erreurs un peu là, dans l'information qu'on souhaite nommer à nos patients. Et qu'il a fallu adapter un peu les moyens là, de communication, mais je pense là, que la RAMQ est en train là, de nous fournir les dossiers là, pour faire les ajustements nécessaires. Mais en gros, les moyens de communication que nous avons décidé d'utiliser, on a conçu une lettre pour informer nos patients du changement de plateforme de prise de rendez-vous. Cette lettre-là va pouvoir être envoyée par courriel. Par contre, on avait un GMF où on n'avait pas la possibilité d'avoir les adresses. Donc, on a pris la décision d'utiliser un dépliant là, qui pourra être envoyé dans les Publisac. Nous avons également prévu dans nos salles d'attente un PowerPoint qui va expliquer vraiment le fonctionnement du RVSQ. C'est un PowerPoint qui a été justement préparé là, par la RAMQ. Nous aurons également des affiches qui pourront être dans les salles d'attente et à la réception. Nous avons prévu aussi un encart, c'est une petite feuille là, qui va expliquer rapidement c'est quoi le RVSQ qui pourra être remis là, directement au GMFU. Nous avons aussi prévu, selon l'endroit du GMFU, à savoir si c'est plus des régions éloignées, on va utiliser les médias comme les journaux. On a prévu une petite publicité qui va apparaître là, avant le déploiement. Et il y aura également une infolette là, qui va être envoyée pour les gestionnaires pour informer le déploiement du RVSQ afin que leur équipe là, soit informée. Ça ressemble un peu à ça là, comme moyen de communication. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres qu'on aurait pu cibler, mais on a fait les choix en fonction de ce qu'on jugeait le plus opportun. Par la suite, vous devez prévoir un accès téléphonique pour les patients qui n'auront pas accès aux services en ligne, qui auront besoin également d'accompagnement là, pour prendre rendez-vous. Cette étape-là nous a obligés de revoir un peu le fonctionnement de notre centrale de rendez-vous durant les heures défavorables et durant les fins de semaine. C'est sûr qu'il faut prévoir aussi de façon transitoire une hausse des appels là, que la centrale de rendez-vous risque d'avoir le temps de l'adaptation de la patientèle à notre nouvelle plateforme. Il va falloir qu'ils donnent un peu plus d'informations et les réorienter. Par la suite, tout dépendant si vous avez déjà, vous faites affaire avec un autre fournisseur là, pour la prise de rendez-vous avec le sans rendez-vous, comme pour notre part, on avait une entente avec Bonjour Santé, bien, c'est sûr que vous devez voir un peu les modalités pour y mettre fin.
vous pouvez faire affaire avec justement le service du contentieux, là, si jamais c'est le cas, là, pour rédiger une lettre là, de résiliation du contrat. C'est sûr qu'il faut prévoir aussi, est-ce que notre population va avoir la mauvaise information, est-ce qu'ils vont continuer d'utiliser l'ancienne plateforme? Fait qu'il y a des modalités à mettre en place là, pour s'assurer d'un succès. Par la suite, comme M. Chabot vous parlait, il faut également modifier l'arborescence téléphonique du GMFU avec les bonnes informations, hein, comme pour s'assurer que les patients vont être bien orientés. Donc, pour y arriver, vous devez demander l'ancienne l'arborescence téléphonique actuelle, faire les modifications nécessaires, s'assurer de vérifier avec la direction des services informationnels si c'est réaliste de faire cette modification-là. Après ça, vous devez prévoir un temps avec le service des communications pour valider les textes et l'enregistrer. Fait que des fois, il y a un délai là, entre chacune des étapes à réaliser. Par la suite, il est aussi important de prévoir une formation avec le personnel administratif et médical à l'utilisation du DME avec le RVSQ. Dr Quinty va vous en parler un petit peu plus loin, là, des validations nécessaires à faire, tout dépendant de votre fournisseur de DME. Il sera aussi important de prévoir une période de rodage pour faire des tests avec le RVSQ lorsqu'il sera arrimé avec le DME pour identifier les problématiques. Docteur Dubuc va vous faire aussi là, un peu, va vous donner de l'explication nécessaire là, pour réaliser cette étape-là. Vous aurez également à faire la création des plages horaires dans le DME et les rendre disponibles à la date prévue. Parfois, des modifications sont nécessaires à l'élaboration et la conception des horaires parce qu'il y a des nouvelles modalités avec la nouvelle plateforme de prise de rendez-vous. Par la suite, vous aurez à réaliser et vous assurer du succès de l'implantation du RVSQ comme prévu et prévoir les autres phases de déploiement là, comme convenu auprès des résidents, des IPS et des médecins. Ça fait un peu, en gros, là, la présentation d'un plan d'action pour le déploiement du RVSQ. C'est sûr que c'est un plan d'action qui est toujours en ajustement, tout dépendant là, des nouveaux éléments qu'on apprend au fur et à mesure de notre expérience de déploiement. Merci. Merci beaucoup, Véronique. C'est super intéressant. J'inviterai le prochain présentateur à venir. Donc, peut-être Véronique peut dire qu'elle avait quelques conseils que vous pouvez prendre connaissance à la lecture de cette diapositive et pendant que nos prochains présentateurs s'installent. Bonjour. Bonjour. Dr Dubuc, je ne sais pas si on nous voit. Donc, voilà. Donc, nous, on va présenter un peu plus la portion médecin du processus. Une des premières questions, c'est pourquoi on a accepté d'être administrateur local du RVSQ dans nos GMFU. En fait, tous les deux, on a un intérêt particulier puis assez fort pour la technologie de l'information, que ce soit l'informatique, mais la technologie de l'information en général, je pense. Puis de quelle façon ça peut s'arrimer aussi avec les processus de travail, autant le travail clinique administratif, mais aussi tout le processus de travail d'un médecin ou des autres intervenants. C'est sûr qu'aussi, on fait partie des médecins qui connaissent bien leur DME. Donc, on a chacun un DME différent, mais je pense que quand il y a des problématiques dans nos GMFU respectifs, on est habituellement les médecins chez qui nos collègues vont venir frapper pour régler des problèmes. Donc, c'est important de bien connaître notre DME. Puis tant au niveau clinique qu'administratif également. Là. Puis le point corollaire de ça, c'est quand les gens ont un problème qui viennent nous voir, nous, si on n'est pas capable de le régler, on sait qui appeler dans la boîte de DME, puis à qui parler pour régler les problèmes. En plein ça. Donc, c'est sûr que c'est un gros changement aussi. On faut agir à titre de leader positif. Hein, donc, c'est peut-être pas tous vos collègues qui vont être enthousiastes à l'idée. Hein. Moi, j'ai un médecin qui voulait, dès novembre, avoir tous ses rendez-vous là-dessus. J'en ai d'autres qui suivent le train, puis j'en ai d'autres qui tirent un peu de la couverte pour pas qu'on change trop, mais bon. Donc là, vous allez avoir un peu de travail de ce côté-là, mais bref, il faut amener ça de manière positive et je pense qu'on a les moyens de le faire également là, avec ce qu'on a là, comme outil sous la main. Donc, mise en contexte, moi, je suis un médecin de famille qui travaille au GMFU des Aides-Chemin à la Quai-de-Chemin. On est une équipe de 12 docteurs, il y a 2 IPS SPL, 13 résidents.
On a 2 points de service, le principal qui est à la 4 chemins, et on a aussi 2 médecins et une IPS qui vont à Sainte-Justine, un petit village à proximité. Notre DME, on a Omnimed chez nous, un DME web. Donc, étant intramuros, étant en établissement, on a du personnel, les professionnels, personnel administratif gérés par différentes directions, dont mes collègues vous ont parlé tout à l'heure. On a la chance d'avoir un demi-poste d'agente d'amélioration continue de la qualité. Je trouvais ça assez important pour établir le plan d'action, justement, pour le déploiement. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide également à faire le lien avec toutes les directions qu'on ne connaît pas nécessairement de fond en comble quand on est médecin. Puis faire le lien avec divers intervenants là, également. Donc, on vous l'a dit, notre déploiement est prévu pour le 14 janvier en phase 1, donc au 100 rendez-vous. Ce qui a bien été, on y va. Là, dans le fond, l'adhésion se passe assez bien quand on veut avoir accès à RVSQ. Notre médecin responsable fait la demande et on attend que la lettre nous revienne avec les codes d'accès, comme on vous a expliqué tantôt. Puis dès le départ, dès le début, quand on se fait parler du RVSQ, notre agent d'admission de qualité a structuré le projet déjà avec c'était bien balisé, donc on avait des échéanciers clairs à respecter, qu'on a peaufiné ensemble, c'est sûr, mais voilà, donc on planifie nos réunions comme ça. Quand on fait l'adhésion au RVSQ, aussi, aussitôt qu'on a accès, on peut aller explorer rapidement le site de RVSQ. Donc, c'est quand même convivial, c'est intuitif comme site web, c'est bien fait. C'est important de se garder du temps, même si c'est bien fait, parce qu'il y a tout un lexique, un champ lexical à apprivoiser. Donc, c'est quoi les types de rendez-vous qu'on peut avoir? Il y a des rendez-vous seulement pour le médecin de famille. Il y a des rendez-vous pour les patients du GMF. Il y a des rendez-vous généraux pour tout patient inscrit à la RAMQ. Bon, le patient va pouvoir définir son rayon dans lequel il accepte de se déplacer, mais il a accès quand même au médecin de la province. Allez voir les plages publiques qui sont diffusées sur Internet. Allez-vous les garder à l'interne pour les gérer de manière classique à l'interne. C'est quel type de rendez-vous vous allez avoir. Hein? On peut ne pas mettre de type de rendez-vous, mais on peut aussi dire, là, ça, c'est des rendez-vous d'urgence mineure, des rendez-vous de pédiatrie, des rendez-vous d'obstétrique. Donc, on a 6 possibilités de ce côté-là. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut aller fouiller et apprivoiser. De notre côté également, le recueil de données au niveau de la connexion de la RAMQ des médecins, des IPS et des résidents, surtout les médecins des IPS, pour l'instant, ça va bien. Dr Quinty vous fera part de ces outils qu'il a utilisés là, pour mieux recueillir les données auprès de ses collègues. Une fois qu'on a les informations des médecins, les infirmières, on peut aller créer les profils des médecins. Ça aussi, ça va quand même très bien. On se connecte au site de RVSQ. Les noms, on rentre les noms de pratiques, et le type de rendez-vous et les lieux de pratique des médecins à ce moment-là. Je parlais des résidents. Nos résidents vont être impliqués dans les prochaines phases. Donc, c'est quand même important qu'il y ait accès. En fait, les résidents, pardonnez-moi, pour avoir accès au RVSQ, devront avoir accès au service en ligne. Hein. Donc, les résidents avant n'avaient pas accès au service en ligne de la RAMQ. Quand vous commencez le processus pour avoir accès à RVSQ, c'est important que vos résidents commencent leur démarche dès le début pour avoir accès. Donc, ils ont des formulaires à remplir à la régie. Ils reçoivent une lettre quelques semaines plus tard et ensuite ils ont accès au service en ligne de la RAMQ qui va nous permettre de leur créer un profil comme tous les autres, comme les médecins et les infirmières IPS SPL. Fait que là, je vais parler un peu plus de RVSQ comme tel. Ensuite, il faut bien sûr l'arrimer au DME. Donc, chez nous, c'est Omnimed, comme je vous disais. Ça se fait, là, c'est en 2 slides, là, mais là, ça se fait de côte à côte. Hein, donc, on informe notre DME qu'on va vouloir avoir accès à RVSQ via leur plateforme. Chez nous, ça s'est très bien déroulé. Quand on a eu nos correspondances de la régie pour nous dire qu'on avait accès, ça vient avec des codes de machine qu'on peut transmettre à notre fournisseur DME avec des mots de passe. Puis ensuite, moi, c'était dans l'heure qui suivait, là, j'avais accès à RVSQ depuis mon DME, donc ça s'est fait quand même très bien du côté d'Omnimed. Les premiers tests de synchronisation
ont bien été. Qu'est-ce qu'on fait pour faire des tests de synchronisation? Ben là, il n'y a pas de patient générique qui existe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va se créer des plages de rendez-vous dans notre DMA. On va s'assurer sur le site web que ça s'est bien synchronisé, qu'elles apparaissent également. Et dans un deuxième temps, ben, on peut prendre la carte d'assurance maladie d'un collègue, des enfants d'un collègue, bref, aller faire un test sur le site web de la régie, puis se connecter, aller se prendre un rendez-vous dans les plages qu'on a créées pour voir si ça fonctionne bien. Donc, moi, j'ai testé tout ça et ça va bien. C'est important de le faire avec tous les médecins également pour s'assurer que la connexion, que la synchronisation se fait bien entre le DMA et RVSQ, parce qu'on faut le tester. Des fois, on ne sait pas. Il y a peut-être un médecin qui son compte est moins bien configuré de notre part ou au niveau de la régie. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de bug pour chacun des intervenants. Fait que c'est un peu ça pour les tests de synchronisation. Ensuite, ben, il y a des formations qui ont été planifiées, bien sûr, pour le personnel administratif et médical. C'est le moment de revoir si vos collègues ou votre personnel a besoin de formation. Il y a des coûts parfois qui peuvent être attachés. RVSQ, comme tel, c'est gratuit, mais il faut vérifier dans vos contrats de service avec vos DME respectifs s'il y a des coûts quand même de formation. Hein. Parfois, ils vont en profiter pour faire un petit rappel du module administratif. Donc là, à ce moment-là, il peut y avoir des frais de rattachement. Donc, vous vérifierez vos contrats de service. Puis, bon, bien sûr, ce qui a bien été, ben, c'est chez nous l'établissement, puis les diverses directions impliquées qui collaborent très bien au processus jusqu'à maintenant. Là, ils nous libèrent le personnel pour les formations et pour les impliquer. À améliorer, c'est sûr qu'un module de pratique, ce serait peut-être à développer chez les différents fournisseurs de DME pour pouvoir apprivoiser les facettes là, du lien entre le RVSQ et le DME. Ça me permettrait de pratiquer. Toujours garder en tête qu'un module de pratique, ben, c'est pas la réalité. Ça prend vraiment des tests en ligne sur la vraie machine pour voir si ça fonctionne bien. Mais ça aide quand même à apprivoiser la bête quand vous l'arrimez chez vous. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est ça, ça prend une autre assurance maladie. Bon, donc les conseils de mon côté, ben, quand vous voulez intégrer RVSQ chez vous, côté médecin, ça va quand même rondement pour s'intégrer au RVSQ. Faut rapidement faire des démarches auprès du fournisseur DME pour fournir l'identifiant machine, puis vérifier auprès d'eux les démarches à faire. Fait que, moi, j'ai un DME. Il y en a d'autres dans la province des DME, donc là, il y a sûrement d'autres choses à vérifier. Est-ce qu'ils sont prêts pour le RVSQ? Est-ce qu'ils ont des mises à jour à faire? Hein, les DME web, ça se fait en ligne le soir quand on dort. Il y a d'autres places qu'il faut qu'il y ait un technicien qui ait installé une mise à jour. Donc là, il faut vérifier ça. Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il y a des formations qui sont offertes? Est-ce qu'il y a un module de pratique, comme je viens de vous parler, et des cours associés? Est-ce qu'il y a des cliniques qui ont déjà commencé leur intégration RVSQ? Puis jusqu'à maintenant, comment ça va? Est-ce qu'ils ont rencontré des bugs? C'est important de faire des appels, peut-être voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas été. Y a-t-il eu des lenteurs dans le système? Y a-t-il eu des bugs? Donc, s'informer auprès de vos collègues ou de votre fournisseur DME comment ça a été avec les autres équipes. C'est important de voir aussi dans vos réunions, ben, c'est qui va avoir accès au niveau du personnel administratif. Ben, il y a l'administrateur local, il y a des super utilisateurs, il y a des utilisateurs. Donc, dépendamment de comment vous êtes organisé dans votre clinique, ça va peut-être être important de voir qui a accès à quoi et avec quel privilège. Ensuite, ben, ça va peut-être vous donner l'occasion de revoir un peu vos plages de rendez-vous et de ce rendez-vous, ça ressemble à quoi? Est-ce que chaque médecin, c'est pareil et c'est tout égal pour tout le monde? Est-ce que chacun a ses petites particularités d'un rendez-vous de 10 minutes au début, de 3 de 15 minutes après, d'une pause de 20 minutes après? Donc là, des fois, il faut penser peut-être uniformiser un peu plus les rendez-vous, que ce soit plus convivial. Est-ce que ça va être des plages de médecins de famille, de GMF, des rendez-vous généraux pour la clientèle sans médecin de famille? Faut y penser. Les équipes relais, les groupes de travail, il faut commencer à y penser. On ne l'aborde pas ici parce qu'on commence les processus. Depuis début décembre, ben, on s'est fait dire que nos résidents et nos IPS pouvaient avoir accès. Nos DME ne sont pas encore prêts, donc Dr. Kennedy va peut-être en parler un peu plus. Et puis, ben, il faut voir est-ce que votre DME a plusieurs points de service, parce que ces points de service-là, il faut s'assurer qu'il y a des lieux de créer à la RAMQ qui sont connus, parce que chacun de ces lieux-là va devoir être identifié. Donc, ce sera pas mal ça pour moi. Je laisse la place à Dr. Kennedy. Donc, rebonjour.
sais pas si je cadre bien comme ça. Donc, je suis Dr Quinty, médecin de famille au GMFU de Lévis, aussi professeur au département de médecine familiale, médecine d'urgence de l'Université Laval, professeur régulier et impliqué dans différents projets en lien avec les technologies de l'information auprès de différents regroupements. Disons ça comme ça. Donc, pour mettre en contexte le GMFU de Lévis, tout à l'heure, Véronique, notre ACQ, vous a quand même dressé le tableau de la situation. De façon plus précise, on est un groupe qui est constitué de 23 médecins, 3 IPS-PL, 24 médecins résidents. Puis, on dessert une population sur 2 sites là, qui sont distincts, soit le GMFU de Lévis ainsi que la coop de santé de Saint-Damien. Nous avons, allé jusqu'à maintenant, puis aller jusqu'en janvier, une entente de partenariat concernant l'ouverture du 100 rendez-vous la fin de semaine, donc une entente de partenariat avec un autre GMF. Le DME qu'on utilise, c'est Toubib. Nous avons, comme ça a été mentionné plus tôt, le regroupement des professionnels et du personnel administratif est sous la direction des services professionnels. Nous avons aussi la chance de partager un demi-temps d'agent d'amélioration continue de la qualité, qui est Véronique qui vous a présenté tout à l'heure, donc en tant que chargé de projet. Nous, je le renomme, là, donc pour le 14 janvier, nous serons prêts là, à déployer pour le 100 rendez-vous et pour 2 médecins aussi qui sont en accès adapté. Ce qui a bien été, je suis d'accord avec Dr Dubuc, à savoir que la plateforme RVSQ Web pour les administrateurs locaux, c'est une plateforme qui est facile, qui est conviviale, c'est simple à utiliser. Une fois qu'on l'a exploré, qu'on sait qu'est-ce qui appartient, disons, au RVSQ, ben là, après ça, il faut penser au fait qu'il faut aller rentrer là, nos utilisateurs. Donc, ce que je vous partage, c'est simplement un outil de travail collaboratif là, que j'ai bâti, que j'ai partagé dans différents milieux, qui sont en fait un simple questionnaire dans Google Forms que vous allez voir aux prochaines diapositives, avec aussi relié là, les réponses qui versent dans un espèce de chiffrier qui se trouve être un Google Sheet pour aller récolter les informations nécessaires à créer les profils d'utilisateurs. Et c'est aussi très pratique, là, cet aspect-là, pour partager le travail. On parlait tantôt que c'est bon d'avoir un deuxième administrateur local, que cette personne-là ait accès en temps réel aux données les plus à jour des personnes qui sont allées verser leurs informations, mais ça permet vraiment d'avoir une bonne synergie puis de travailler vraiment en continuité. Donc, je vous ai mis les liens, je crois, qui sont cliquables. C'est des liens qui sont des liens démo, donc vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez rentrer des informations si vous le souhaitez, et ça va verser sur la feuille qui se trouve à être liée. Donc, pour ce qui est des médecins résidents, c'est le même concept que j'ai utilisé. Je leur ai mis les liens directs vers les infolettres, vers les 2 infolettres. C'est important de comprendre que, bon, les médecins résidents, au début, ils savaient plus ou moins qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent exactement. Bon, il a fallu qu'ils lisent l'infolette. Puis moi, je leur ai dit, bien, ce que je leur donne comme message, c'est peut-être la première personne qui aura complété le processus de me revenir avec ça. Finalement, j'ai dû réajuster l'infolette là, à quelques reprises pour que ce soit le plus clair possible pour eux. Puis, ben là, ils sont encore en train de rentrer leurs informations. Donc, on a fait une relance là, un peu plus tard que ce matin pour qu'ils aient complété leur démarche. Donc, ici, vous avez l'exemple de ce sur quoi ça verse, là, dans le fond. C'est comme un chiffrier Excel, mais un Google Forms qui est partageable. C'est sûr, ça prend... C'est un outil comme un autre. C'est sûr que ça prend quelqu'un qui sait comment s'en servir, qui sait comment partager les droits d'édition là-dessus. Puis, mais c'est quand même assez bien expliqué. Si vous allez sur Internet, il y a sûrement quelqu'un dans votre milieu qui sait comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui a bien été? Vraiment, je pense que ça ressort à travers ce qu'on fait aujourd'hui. Travail d'équipe, autant avec notre agent d'amélioration de la qualité, qui était vraiment dévoué puis qui était vraiment disponible et dévoué pour faire avancer le projet. Un autre élément, c'est d'avoir, comme je le mentionnais tout à l'heure, un deuxième administrateur local.
Ça prend quand même du temps à rentrer les informations, malgré que ce soit convivial, facile, ça prend quand même du temps. Puis, il y a des tâches que cette personne-là, peut-être plus du profil administratif, là, peut faire sans que ce soit juste une personne qui soit dans le fond, la responsable. Un autre élément qui a aidé, c'est l'adhésion de l'équipe médicale. Dans le contexte où on avait un partenariat, nous avons encore un partenariat, mais nous allons devoir mettre fin au partenariat pour le 100 rendez-vous de fin de semaine avec un autre GMF. C'est plus au niveau d'une entente de partenariat. Du fait que le RVSQ, le système, en fait, ne permet pas de pooler les bassins de patients qui proviendraient de GMF distincts. Un autre élément majeur qui a aidé, c'est le support de la part de notre fournisseur DME. Donc, on a une excellente collaboration. C'est pas vraiment non plus que je leur parle pour différentes raisons. La façon dont on a procédé, nous, c'est que j'ai communiqué avec lui. Nous serons, le GMF de Lévis, son premier client à déployer le RVSQ, là, probablement, là, à moins que quelqu'un nous dépasse d'ici le 14 janvier. Mais donc, on a regardé ensemble, il m'a fait une démonstration sur leur module test. Puis, c'était vraiment important pour moi de départager qu'est-ce qui appartient au RVSQ, qu'est-ce qui appartient à la plateforme RVSQ, qu'est-ce qui est paramétrable sur la plateforme, puis qu'est-ce qui appartient au DME, à l'interface du DME. Parce qu'en réalité, je pense qu'une fois que le paramétrage initial est fait, une fois que le paramétrage au niveau des utilisateurs, des types de rendez-vous, les raisons de consultation, etc., une fois que c'est fait, là, je pense que ça devient important de s'intéresser à quelle sera mon interface dans mon DME, parce que ce sera probablement, en fait, c'est probablement ce que vos utilisateurs souhaitent, ce sera leur outil de travail, c'est dans le DME, que ce soit transparent dans le DME, qu'il n'ait pas à utiliser deux plateformes. C'est mon opinion, puis c'est vers ça qu'on travaille. Tout à l'heure, mon collègue, le Dr. Dubuc, disait que c'est important de faire des tests. Je pense que de s'assurer que nos informations sont bien rentrées dans la plateforme RVSQ en partant, que tout a été paramétré au niveau des utilisateurs, etc. À ce moment-là, quand vous faites vos tests, vous êtes au moins certain que si jamais il y a des problèmes, vous êtes certain que ce qui est au niveau de la plateforme RVSQ, vous pouvez le revérifier, mais vous êtes certain que c'est bien rentré. Donc, s'il y a un nœud à travailler, à ce moment-là, c'est plus facile quand vous communiquez avec votre fournisseur DME de savoir où est-ce que ça peut se situer. OK, on était rendu ici. Du fait d'avoir travaillé donc avec notre fournisseur DME, ce qu'on a pris comme décision, c'était que j'ai bâti en fait une formation pour le personnel médical puis pour le personnel administratif. Formation pour laquelle j'ai eu évidemment du support de la part du fournisseur DME. On a donné une formation à notre personnel secrétarial administratif la semaine dernière, puis on en donne une demain aux médecins. Puis on va faire aussi une répétition dans la première semaine de janvier, au cas où il y en aurait qui auraient oublié des choses pendant les vacances de Noël. Donc, ça devrait être quand même assez bien acquis. Donc, mes conseils, puis je pense que je le redis, c'est de contacter le fournisseur DME dès le début. Dès que vous savez que vous allez adhérer au RVSQ, de voir les interfaces, ça ressemble à quoi, apprivoiser ça, savoir ce qui appartient au DME, ce qui appartient au RVSQ. Puis aussi, j'en profite pour dire, ça peut être intéressant de proposer aux fournisseurs DME des avenues de développement, des bonnes idées que vous pouvez avoir. Je pense que c'est possible d'avoir, en quelque part, une relation qui est gagnant-gagnant, de partager ces idées, puis que ça serve au final. Tout ça vient qu'à servir au final dans le travail que moi je fais comme médecin, dans le travail que la secrétaire fait, dans le service aussi que le patient va recevoir. Donc, c'est possible en tout cas, nous, de notre côté, on a une bonne écoute, mais je pense que pour les autres fournisseurs, j'imagine que ça doit être la même chose. Voilà. Ce qui a pas bien été, donc, initialement, c'était. Il faut comprendre qu'initialement, on avait le sentiment d'avoir une information qui était incomplète. Il faut comprendre qu'on a commencé nos travaux, c'était à peu près juin, juillet, quelque chose comme ça. Donc, on était peut-être là au devant
Et puis nous, on voulait avancer, mais avancer en même temps qu'on voulait prévoir quelles étaient pour être là, nos prochaines étapes et les possibles embûches. Donc, on était je pense, dans le début dans les premiers à déployer. Puis je pense que ça explique un peu aussi pourquoi on est ici aujourd'hui. Donc, on a dû interpeller des parties prenantes pour mieux comprendre les tenants et aboutissants. Donc, ça a nécessité plusieurs communications pour finalement, là, ça a avancé, hein, on ne peut pas dire le contraire, là, mais ça a nécessité quand même plusieurs communications, ce que je pense qui est normal. Pardon. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, est-ce que c'est nécessaire de former les gens sur les deux plateformes? Moi, je pense que non. Je pense que, comme je disais tantôt, il faut paramétrer le plus possible dans RVSQ. C'est important que les deux administrateurs locaux comprennent bien les rouages en arrière ou la plateforme RVSQ, mais vos utilisateurs, en général, vont se servir vraiment de votre DME. Donc, conseil en lien avec ça, je le répète, travail d'équipe, incluant notre ACQ, incluant le fournisseur DME, se référer aussi à ce qui est publié au niveau des infolettres de la RAMQ, les autres documents de formation. Puis, si vous le jugez nécessaire, de procéder là, peut-être à un test là, avec un médecin résident pour constater c'est quoi les étapes qu'ils ont complétées, puis pouvoir peut-être mieux guider les médecins résidents parce qu'on s'attend que faut les relancer. Donc, de savoir qu'est-ce qu'ils ont à passer comme processus, ça peut aider à les supporter. Ce qui n'était pas prévu, donc, c'est de mettre fin à notre entente de partenariat, là, de couverture des plages de 100 rendez-vous de fin de semaine. Donc, si parmi les gens qui écoutent, il y en a qui ont un partenariat, ben, débutez vos discussions avec votre partenaire parce que pour le moment, du moins, c'est pas quelque chose qui est les poolings des patients n'est pas quelque chose de possible au niveau du RVSQ. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je crois que Jean-Luc, je ne sais pas si tu intervenais. Mélanie, dans le fond, Mme Crevier va faire la conclusion pour la session. Excellent. Rapidement, une petite conclusion. De résumer, en fait, nos principales leçons apprises jusqu'à maintenant, du point de vue du gestionnaire, du point de vue de l'agent d'amélioration continue et du point de vue des administrateurs locaux qui sont des médecins. Donc, à retenir pour le gestionnaire, prévoir qu'il y a de l'impact auprès des équipes de soutien administratif. Il faut prévoir du temps pour la gestion humaine du changement. L'importance aussi d'une étroite collaboration avec les autres directions du CIS, prévoir leur disponibilité à nous offrir un soutien. On sait qu'ils ont des projets multiples, alors il faut le prévoir. Prévoir des coûts qui sont associés. On a parlé de la formation, du remplacement de personnel, de l'outil de communication et l'importance d'avoir un bon plan de communication qu'on doit aussi reviser en fonction des différentes étapes. Du point de vue de l'agent d'amélioration continue, donc de la gestion de la capacité réelle du projet. Donc, il faut prévoir beaucoup de temps et probablement, nous, on est dans nos dernières semaines, mais beaucoup de temps pour faire l'ensemble des étapes là, en fin de projet. Évidemment, il y a eu plusieurs obstacles là, qui étaient non prévus par manque d'information. On retient l'importance d'impliquer un patient partenaire dès le début de notre projet et d'impliquer le service des communications le plus rapidement possible. Du point de vue des médecins, administrateurs locaux, de contacter rapidement le fournisseur de DME pour poser des questions. Dr Quinty, Dr Dubuc l'a bien mentionné. Faire des tests à chaque étape franchie pour s'assurer du fonctionnement de la synchronisation. Prévoir du temps pour faire toutes les démarches et pour les imprévus et l'importance d'avoir un autre administrateur local comme une agente administrative pour partager les tâches. Alors, voici nos conclusions. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être juste amener Véronique pour la période questions et échanges pour qu'elle puisse rediriger les questions vers les bons acteurs, dépendamment des questions qu'elle auront. Donc, Mélanie, je te laisse la parole. Oui, bien, merci beaucoup, premièrement, à toute l'équipe. Vraiment, ça nous donne beaucoup de concret puis beaucoup de pistes d'action, je pense, assez concrètes. Donc, on a quelques questions là, qui sont rentrées pendant les présentations. Donc, je vais commencer par celle-là. Donc, on a Émilie Puriendo qui pose la question, est-ce que vous avez réussi à inscrire les résidents avec le code pro ou juste les infirmières praticiens? Alors, je vais demander à un de nos administrateurs locaux de venir répondre à la question. En fait, nous, on a quelques résidents là, qui ont fait la démarche, qui nous ont obtenu leur code pro.
mais je crois qu'on ne les a pas encore inscrits. On a fait quand même un blitz là, en fin de semaine. Là. Disons qu'on va tenter de le faire cette semaine. Je pourrais réécrire directement à cette personne-là s'il est intéressé. Excusez, elle voulait dire par IP, j'ai mal lu, mais elle voulait vraiment dire. Non, en fait, parce qu'un numéro IP pour un médecin, là, ben, pour un IPS ou un résident, c'est un code PRO au lieu d'être IP. OK, bon, mais elle dit qu'elle a tenté l'inscription avec les PRO, mais c'est que ça ne fonctionnait pas. En fait, c'est ça, on vous incite à communiquer avec le service en ligne là, de la RAMQ, là, leur numéro est bien connu. Excellent, merci. Parce qu'on peut les inscrire à partir de notre compte RAMQ qui vont avoir accès aux services en ligne. Là, dans vos services en ligne à vous, quand vous êtes administrateur local, vous pouvez acheter des professionnels. Donc, on peut aller rajouter l'identifiant du résident, puis votre résident va avoir son petite confirmation qui va avoir accès au RVSQ. Mais là, après ça, ben, mes démarches se sont arrêtées là pour les services en ligne comme tel. Là, je suis retourné sur le compte là, de la régie. Mais l'identifiant chez les médecins, c'est ça, c'est le IP. Il y en a qui c'est administratif, ça commence par CE. Dernièrement, même les identifiants RAMQ des nouveaux utilisateurs, ça sent même être leur courriel. Donc, ça peut être le courriel qui sert d'identifiant à ce moment-là. Mais pour toute question plus précise, ouais, contactez la RAMQ, là, les services en ligne vont vous aider là-dedans. Parfait. Donc, les gens de la RAMQ, là, merci. Les gens de la RAMQ, donc, Émilie elle dit, donc, elle vous annonce que ça ne fonctionne pas avec le PRO, puis que ça fonctionne avec les IP ou leur pseudonyme. Donc, juste à prendre en note peut-être à explorer plus tard là, à l'extérieur de cette plateforme-ci, mais peut-être des suivis à faire plus tard. On a une autre question qui est aussi d'Émilie, mais si notre GMF est un GMF mix, est-ce que le partenariat peut se poursuivre ou ce n'est pas possible? GMF mix. Qu'est-ce que vous voulez dire par mixte? Émilie, je ne sais pas si tu voudrais poser tes questions à haute voix. Donc, elle dit que c'est un GMFU et un GMF. La question, elle se retrouve à être, est-ce que les patients, dans le fond, étant donné qu'ils sont un GMF mix, seront reconnus à l'aide de la plateforme du RVSQ comme étant patients inscrits du GMF? C'est-tu un peu ça le sens de la question? Émilie, je ne sais pas si tu es capable de parler. On va juste essayer d'activer son micro. Donnez-moi juste un instant. En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a la reconnaissance du patient à partir du moment là, que le médecin est inscrit auprès du GMFU en question. Là, si c'est un GMF mix, bien, si les médecins sont quand même inscrits au niveau de l'entité du GMF, je pense qu'ils vont être reconnus dans la base de données du RVSQ. Mais ça, encore là, je vous invite, là, étant donné que c'est une question plus précise, là, de vous adresser au service en ligne de la RAMQ. D'accord. Donc, merci. Ça ne semble pas fonctionner pour qu'elle nous parle directement, mais j'ai d'autres questions qui rentrent. Donc, Émilie, peut-être on pourrait faire le suivi plus tard là, si ça ne répond pas tout à fait à ta question, mais je vais passer à une autre question. Il y a Wahiba Djoubert qui pose la question, avez-vous formé des équipes de relais? Je sais que vous avez dit que vous n'êtes pas rendu tout à fait là. Hein? C'est ça que vous m'aviez dit dans l'équipe, il me semble. Est-ce que c'est... Je vais laisser la parole à Dr. Quinty qui a eu une petite expérience là, dernièrement de création d'équipes relais. Bien, en fait, pour ce qui est des équipes relais, nous allons les former dans une étape ultérieure là, pour ce qui est de nous dans notre plan de phase. On est à la phase 1, mais ça viendra par la suite. Je peux peut-être laisser la parole à... Est-ce que tu voulais dire un mot? Non, en fait, c'est juste s'il y avait une question plus précise sur la notion d'équipe de relais. Mais là, je comprenais que c'était est-ce que vous l'avez fait déjà chez vous ou pas. Donc, chez Odette Charland, on n'a pas touché à ça encore. Là, on attendait que la phase 1 se déploie. C'est sûr, j'ai commencé à regarder le principe, mais ça reste théorique pour moi. Je n'ai pas vraiment d'expérience encore là-dedans. Super, merci beaucoup. Donc, Wahiba, peut-être faire un suivi là, avec la RAMQ là, pour avoir plus d'informations, plus de détails là, sur peut-être si tu as des questions plus spécifiques.
on a une autre question qui vient de Mélissa Durand-Potvin qui dit qu'elle aimerait savoir si Véronique a eu besoin de connaître et de comprendre le fonctionnement de la plateforme RVSQ en détail. Bien, j'ai eu la chance, oui, il faut connaître un peu sommairement là, à quoi ressemble la plateforme du RVSQ, mais j'ai eu la chance là, d'être alimentée dans mon quotidien là, par mes 2 administrateurs locaux là, médicaux. On a travaillé tout au long du projet en étroite collaboration, ce qui fait que je maîtrise l'ensemble des informations, mais au plan opérationnel, je leur laisse leurs compétences, mais je connais quand même là, chacune des phases importantes à connaître. Là. Okay. Petite réunion informelle de cogner à la porte, as-tu 2 minutes, là, il y en a souvent. Puis il y a des nouveautés, ça, hey, viens voir ça, je me suis connecté, ça ressemble à ça, fait que, en gros, assez de quoi ça a l'air. Mais comment ça fonctionne, c'est sûr que c'est un peu plus nous là, qui gèrent ça à ce moment-là. Disons qu'ils m'informent au quotidien de tous les problèmes rencontrés ou les enjeux que je dois dénouer là, au fur et à mesure, mais c'est évidemment que ça nous demande, comme agent d'amélioration, d'être à l'affût de l'ensemble là, des particularités du RVSQ avec l'arrimage du DME aussi. Ça, c'est une autre dimension importante à savoir. Super, merci beaucoup. On avait mentionné dans la présentation précédente là, avec Marie-Pierre Gagnon que c'était important de mesurer la satisfaction des patients puis un peu les obstacles qu'eux rencontraient dans la plateforme RVSQ. C'est quoi votre planification, si vous en avez une, par rapport à évaluer cette satisfaction-là? Ou sinon, pourquoi vous n'êtes pas rendu là? Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'initialement, comme Geneviève vous a dit d'entrée de jeu, là, avec sa présentation cet hiver, on a fait l'élaboration d'un sondage satisfaction pour connaître un peu la voix des patients là, concernant notre centrale de rendez-vous, la prise de rendez-vous en ligne également auprès de Bonjour Santé. Fait qu'on va être en mesure de vérifier, un coup qu'on sera déployé, on pourra refaire une autre passation de sondage pour vérifier, bien, on a-tu une amélioration, on a-tu des écarts à regarder ou identifier d'autres pistes d'amélioration, mais c'est sûr que d'avoir déployé un sondage satisfaction cet hiver, bien, ça va être un bon moyen pour nous là, pour avoir des leviers puis de mesurer l'impact de notre changement. Là. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus concrètement des stratégies que vous avez mises en place ou que vous prévoyez mettre en place pour motiver les personnes qui sont un peu plus réticentes à embarquer là, dans le changement au sein de votre équipe? Là, je sais que ça peut être un peu délicat, mais juste des stratégies générales. Bien, je vous dirais que d'entrée de jeu, étant donné que nous, notre projet n'a pas commencé avec le déploiement du RVSQ. Hein. Vous vous souvenez, Geneviève, elle vous a dit un peu plus tôt que dans notre plan d'amélioration, ce qu'on souhaitait, c'était améliorer les centrales de rendez-vous, augmenter notre taux d'assiduité et l'accessibilité à un médecin de famille. Le RVSQ est comme venu en sorte un moyen pour arriver à atteindre nos objectifs. Fait que, puis comme on a travaillé ça vraiment plusieurs mois, on a cherché à identifier c'était quoi le meilleur moyen possible, bien, ça a été plus facile pour nous d'obtenir l'adhésion de notre équipe à notre projet. Là. Mais je vous dirais que d'entrée de jeu, d'avoir une bonne communication avec eux, d'être assez transparent un peu sur les contraintes, les enjeux possibles, puis de démontrer aussi qu'est-ce que ça va être les retombées auprès des patients. Tu sais, il va quand même avoir il va avoir une accessibilité supplémentaire là, pour la prise de rendez-vous. Puis il ne faut pas oublier que souvent, les patients, ils ne sont pas capables d'avoir la ligne téléphonique. C'est souvent des irritants là, que nous, on entendait de part et d'autre là, des 2 équipes médicales dans lesquelles je travaille. Fait que une bonne communication, puis surtout, c'est important d'avoir l'adhésion là, de notre comité de co-gestion, les directrices médicales, la gestionnaire, fait en sorte que c'est des bons leviers là, pour impliquer l'ensemble des équipes médicales là, et professionnelles. Et merci énormément. Donc, je crois qu'il nous reste que quelques minutes là, au webinaire. Donc, est-ce que ce serait possible juste d'avancer à la prochaine diapo? Oui, puis je me relais pour les suites. Merci. Donc, je voudrais premièrement remercier vraiment tous les présentateurs aujourd'hui, puis merci aussi à Jean-Luc pour toute l'organisation. Je pense que c'est vraiment riche d'avoir tout ce savoir-là qui est en collaboration. Donc, juste avant de passer la parole à Jean-Luc, je vais faire une petite conclusion. Je fais ma petite promotion pour le réseau 1. Donc, le réseau 1, si vous n'êtes pas encore membre, donc c'est vraiment un réseau qui vise à utiliser les différents savoirs, utiliser la recherche pour vraiment améliorer la première ligne. Donc, c'est un réseau québécois. C'est gratuit pour devenir membre. Le lien est là. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez vous inscrire. Vous allez recevoir de l'information sur nos différents événements.
Notre prochain webinaire est le 25 janvier, puis il va porter sur la mise en œuvre d'un programme cardiovasculaire en Montérégie. Comme Jean-Luc l'avait mentionné au début, tous nos webinaires sont accrédités là, pour les médecins, donc si ça peut aider là, à la participation. Puis nos webinaires sont toujours enregistrés et disponibles pour la diffusion. Si vous avez des idées, des projets, des questionnements là, qui viennent par rapport à votre pratique, écrivez-nous pour des sujets de webinaire. On est toujours ouvert là, à essayer d'organiser des nouveaux webinaires. Puis, vous allez recevoir aussi un petit sondage à la fin du webinaire. Donc, cette formule-là de webinaire est assez nouvelle. On aimerait vraiment ça avoir votre feedback pour améliorer ça. Donc, prenez quelques minutes, si vous pouvez, juste pour remplir le sondage que vous allez recevoir par courriel. Donc, Jean-Luc, je te passe la parole là, pour la conclusion. Donc, en conclusion, vraiment, merci à la fois aux présentateurs qui étaient là et aux participants. Je pense qu'on a vraiment eu des échanges riches, beaucoup de partages et savoir de façon multiperspective. Ce qui est intéressant, c'est de voir notre nombre de participants assez élevé qui n'a jamais diminué au cours des 2 heures. Donc, vraiment, je pense qu'on a réussi à vous intéresser. On vous remercie beaucoup d'avoir été présents. Évidemment, on vous l'a dit, on n'est pas ni Réseau 1, ni CIUS Capital National, les gestionnaires du projet de RVSQ. Donc, pour toutes les questions spécifiques en lien avec le déploiement de la solution, on vous réfère à la RAMQ. Vous avez les services en ligne. Vous avez eu la séance d'information il y a quelques semaines. Donc, on vous invite à communiquer avec eux. Et de façon parallèle, comme vous le savez, les agents d'amélioration continue de qualité ont leur communauté virtuelle de pratique. Donc, ne pas hésiter à continuer de poursuivre sur cette lancée de partage de savoir expérientiel. Donc, n'hésitez pas à poser des questions entre vous, vous partagez des plans d'action, vous partagez des outils, des exemples qui ont pu être développés dans les milieux. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à la présentation de notre côté. Donc, on vous remercie beaucoup de votre présence. Merci, bonne fin de journée à tout le monde et joyeuses fêtes surtout. Joyeuses fêtes. Merci, au revoir. Au revoir.